Salut Alexandre, comment ça va? Bah, salut Francisco, super, merci pour ce moment avec toi et ça me fait plaisir qu'on puisse échanger tous les deux. Pareil pour moi. Est-ce que tu pourrais te présenter juste en quelques mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Ouais, bien sûr, donc je m'appelle Alexandre Lacharme, j'ai 38 ans, je suis entrepreneur, auteur aussi de livres. Euh, je suis un tout petit peu formateur aussi, tu Ouais, pourras me poser des questions sur ce point-là, sur ma relation avec les clients. Et j'ai été surtout aussi commercial pendant 12 ans. Donc j'étais vraiment aux premières loges pour gérer la relation client, à la fois la chasse pour aller signer le client et après toute la relation client. J'ai appris et développé quelques techniques aussi pour vraiment faire en sorte de pouvoir vendre facilement et d'avoir une très bonne relation client, une très bonne récurrence et de signer des contrats, que ce soit à la fois dans le B2B, à la fois dans le B2C. Sur les 12 ans de travail en tant que commercial, j'ai fait plusieurs sociétés, donc je pourrais t'en parler. Donc à la fois en tant que salarié, j'ai géré des clients et à la fois en tant qu'entrepreneur aussi. bien sûr. Et du coup, toi, tu disais, t'as fait ça pendant 15 ans, 15 ans. C'est la plus grande partie de ta carrière professionnelle, ce métier-là de Totalement. commercial? Totalement. Ok. 12 ans, hein. Douze ans, C'est pardon. Ok. toute ma carrière en fait d'alternance jusqu'au CDI. C'était le métier de commercial. J'ai fait un petit détour par le métier de manager au Galeries Lafayette où j'ai géré des équipes. J'ai été un peu chef de projet aussi, marketing et partenariat. Donc partenariat, ça reste assez commercial. Mais vraiment, moi, mon ADN, si tu veux, en tant que salarié, dès la première année d'études, ça a été le business, ça a été de vendre. Un truc qui était assez mal D'accord, vu en d'accord. France à l'époque, qui est Oui. encore, on a encore un peu de mal. Ça va mieux aujourd'hui en France, mais on a encore un peu de mal parfois sur la vente. Mais je me souviens en 2010, quand j'étais commercial, c'était un peu mal vu, quoi. Tu vois, on était vraiment, il y avait les ingénieurs, c'était un peu les stars, c'était plus élégant d'être ingénieur et commercial, c'était un peu plus bas de gamme. Mais c'est un métier que j'adore. Et tu penses que c'est mal vu? C'est quoi les raisons pour lesquelles les gens voient ça mal? D'un mauvais œil, tu vois, premier Bah, c'est une abord. bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs réponses. Culturellement, c'est aussi culturel, hein. C'est-à-dire qu'en France, on a un pays où on est beaucoup dans les idées, plus que dans l'action, historiquement. On est un pays aussi très académique, qui valorise le diplôme prestigieux. Donc le diplôme prestigieux, ça vient un peu en opposition au terrain. Ça, c'est important à comprendre, c'est que la recherche, la recherche académique, le diplôme prestigieux, c'est quelque chose qui vient, qui s'inscrit dans un cheminement qui est quand même assez éloigné de la prospection physique, de l'alternance, du commercial, contrairement à des cultures plus anglo-saxonnes, comme notamment aux États-Unis, où ils sont beaucoup plus dans l'action et moins dans le côté intellectuel des choses. Donc ça, c'est une différence interculturelle assez profonde, que j'ai d'ailleurs assez travaillé dans mon prochain livre là, qui sort en avril, où je parle beaucoup de ça, sous le prisme du rapport à l'argent, mais je parle beaucoup de ça. Donc oui, c'est un métier qui a toujours été plus ou moins mal vu. Et puis il y a beaucoup de clichés en fait, Francisco, il y a beaucoup de clichés sur le commercial. C'est quelqu'un d'un peu vulgaire, d'un peu blablateur, un beau Ouais, parleur. C'est ça dans oui. l'inconscient collectif. Mais c'est un truc qui change beaucoup parce que quand tu vas par exemple dans les startups maintenant, ou même dans les très bonnes écoles de commerce, bah, on peut être sales. Maintenant, on appelle ça sales. Tu vois, Ouais, c'est plus classe. c'est plus classe. Tu vois, sales, ça fait un peu plus prestigieux. On peut justifier des salaires plus élevés. Alors que commercial, attaché commercial, commercial sédentaire, et ça faisait peur quand même. Ok, ok, sympa. Et du coup, toi, en découvrant ce monde-là, justement, est-ce que tu as découvert que ces clichés étaient véridiques ou pas du tout? Bah en fait, non. J'ai découvert que c'était beaucoup d'idées reçues parce que les très bons commerciaux et les gens qui savent très bien gérer la relation client, pour moi, c'est intimement lié, si tu veux. Entre là, moi, je conçois pas, si tu veux, qu'on soit commercial et qu'ensuite on s'occupe plus des clients. Je sais qu'il y a des entreprises, c'est très segmenté, mais pour moi, ça fait partie d'une vision d'ensemble. Et en réalité, les meilleurs commerciaux que j'ai côtoyés, et même moi pour performer, parce que ça a été mon objectif, en fait, je me rendais compte qu'il fallait être très rigoureux, donc très ingénieur finalement,
Euh, donc vraiment très rigoureux et après avoir un bon relationnel. En fait, il y a deux aspects pour moi pour être un très bon commercial. C'est à la fois être rigoureux, méthodique, plutôt que d'être dans l'impro en permanence, et en même temps d'avoir un bon relationnel. Et souvent, on a des ingénieurs qui sont très méthodiques, mais qui n'ont pas un très bon relationnel. Je caricature, mais c'est quand même assez vrai. Et des commerciaux, souvent, qui sont très à l'aise à l'oral, des grands communicants, beaucoup d'aisance, mais par contre, ils sont bordéliques. Et par contre, ils sont pas forcément rigoureux. Donc je pense qu'il faut être le meilleur des deux mondes. Il faut avoir un côté ingé et un côté commercial. Il faut être rigoureux et en même temps avoir un bon relationnel. Donc c'est difficile hein, de marier les deux. Mais, euh, mais moi, les meilleurs sales que j'ai vus, c'était Et rigoureux dans quel sens? Pourquoi il faut en fait? les relances. D'accord. D'être très rigoureux dans la relance, d'être très rigoureux dans le suivi, reprendre des nouvelles, dans la structuration aussi de l'offre, dans le fait d'être à l'heure au rendez-vous, le fait d'être sympathique. En fait, c'est-à-dire que tu peux faire le meilleur appel de découverte du monde avec un décideur, avec un CEO ou peu importe quel décideur. Si derrière tu as dit que tu rappelais et puis que tu rappelles pas, si tu as dit que tu envoyais un mail et que tu envoies pas le devis, bah en fait tout va s'effondrer. Donc il faut être vraiment, il faut assurer un bon suivi. Et moi dans 12 ans de sales, moi ce que à l'époque les managers me disaient au-dessus de moi, quand j'en avais, c'était que vraiment il fallait être très, très rigoureux dans le suivi. Il y a des gens qui ne le sont pas du tout, donc ça fait la différence. Toi, tu avais une facilité pour l'une ou l'autre des choses au départ? Ouais, moi j'avais une facilité dans le relationnel. Je venais d'un bac littéraire, j'avais fait du théâtre, donc j'avais été coaché un peu pour la voix, l'aisance, etc. Donc j'avais une facilité sur le relationnel. En fait, je passais des calls horriblement longs, mais parfois j'arrivais à closer en one shot. En fait, j'étais le spécialiste du one shot, de la vendre one shot, comme sur un salon, mais au téléphone, en B2B, donc c'est dur. Mais Parce que j'arrivais quoi, de à manière avoir. générale, les gens avaient besoin de plus d'appels, tes autres collègues, c'est ça? Ouais. Ok. Mais ils étaient plus rigoureux que moi. Ils étaient meilleurs dans la technique. Sauf que moi, c'était l'humain. C'est-à-dire que j'appelais. Toi, imagine, à un moment, j'ai travaillé dans une agence de communication qui vendait de la prestation de services, du marketing et de la com pour des marques biologiques, cosmétiques, alimentaires, etc. Une très belle agence. Et moi, ma technique, c'était, imagine-toi, t'es le dirigeant, et ben, je t'appelais, et puis j'étais sympathique, je m'intéressais à toi, je te faisais parler, etc. Et à la fin, j'arrivais à te signer en one shot. Tandis que j'avais des collègues qui étaient un peu plus froids, mais, euh, mais rigoureux, qui relançaient peut-être un Insistant, peu quoi. mieux que moi, plus insistant, Entre guillemets, plus quoi. incisif, vraiment l'entonnoir, et qui arrive vraiment à closer fort. Sauf que moi, Du je coup, forçais pas. Voilà. ouais. Mais du coup, tu vois, c'est un peu paradoxal parce que quelque part, on nous dit toujours les dirigeants sont très occupés. En gros, faut que ça aille vite. Et toi, en réalité, tu prenais tout ton temps, entre guillemets, tu prenais le temps de créer la relation, c'est ça? Exactement. En fait, j'ai pris le contre-pied de ça, je prenais le temps de créer la relation. Et je l'ai beaucoup fait dans ma dernière expérience en tant que commercial où je vendais à des milliardaires français des salles de sport privées chez eux. C'est des gens qui ont la piscine privée, qui ont la cave à vin, qui ont la salle de cinéma et qui ont la salle de sport. Donc beaucoup de gens que tu connais d'ailleurs, que les gens connaissent, c'était mes clients et je leur vendais. Donc là, on était en B2C. Et moi, ma technique, elle était propre à moi, c'est que je leur parlais de plein de choses, on discutait et à la fin, c'était eux qui disaient, bon Alexandre, vous êtes venu pour ça, donc on y va. Et c'est eux qui me remettaient et qui voulaient acheter réellement. Mais moi, mon pari, c'est de créer un très bon relationnel en étant pro aussi. Hein, attention, hein, c'est pas, on parle d'un truc hors Mhm, sujet, etc. Mais bien c'est sûr. d'arriver à les intéresser, à faire en sorte qu'ils aient envie de m'écouter. Parce qu'en réalité, c'est une fausse croyance de croire que les gens sont forcément tout le temps hyper pressés. Si tu arrives à piquer leur curiosité, tu arrives à les avoir. Je te donne un exemple concret. Euh, Toi, tu es d'origine portugaise. Imagine, imagine, t'es dirigeant, t'as pas de temps, t'es vraiment occupé, t'as pas de temps, t'es désagréable, t'as pas de temps. Tu as un commercial qui est hyper sympa et il s'avère qu'il est originaire de la même ville que toi. Je peux t'assurer que tu vas l'écouter. Je peux t'assurer que tu vas passer 20 minutes à ta pause déj avec lui. Je peux t'assurer. Si jamais il arrive à te parler d'un détail, d'une plage où tu vas, d'une école, d'un resto, d'un truc qui fait écho à toi de ton enfance, je t'assure que tu vas prendre 30 minutes.
Et en fait, Et moi, du coup, ma technique, ouais. si tu veux, c'était d'arriver à choper un truc émotionnel chez mon interlocuteur. Et après, j'avais son temps. Mais du coup, ça, est-ce que toi, tu le préparais en amont? Tu disais, tiens, lui, je sais pas, je sais qu'il aime le golf, du coup, je vais le lancer là-dessus. Ou alors, bah, t'arrivais, t'étais pas préparé, mais t'arrivais à découvrir le sujet qui allait le passionner pour garder son attention, en fait. Je vais te dire un truc que j'ai jamais dit dans les podcasts, c'est que je préparais tout. Ok, C'est-à-dire que, et pour moi, c'est ça la clé. C'est ça que les gens oublient. En fait, les mauvais commerciaux, moi j'en ai croisé plein des mauvais commerciaux, c'est des gens qui vont à l'arrache. Mais googlisez le nom. Googlisez le nom. Moi, j'arrivais, surtout dans ma dernière expérience, là où il y avait des clients hyper VIP, je tapais leur nom sur Internet, c'est que des gens qui ont des histoires incroyables. Des héritiers de machin, des gens qui sont chefs de grosses entreprises, etc. Donc il y a des choses sur Internet. Il y a des passions, il y a des articles, il y a... Et moi, je passais beaucoup de temps, le soir, à essayer de comprendre à qui j'avais affaire. Et ça, je m'en servais. Et je m'en servais beaucoup plus que la fiche technique des produits ou des services que j'avais à vendre. Tandis qu'il y avait plein de commerciaux qui faisaient pas cet effort-là. Et du coup, ils arrivaient, ils parlaient que de leur service. Ah bah tiens, nous, on a tel et tel service, etc. Et moi, je sais que par exemple, maintenant que je suis chef d'entreprise, quand j'ai quelqu'un qui me prospecte et qui sait rien de ce que je fais, ça m'énerve. En revanche, si j'ai quelqu'un qui va me rebondir sur un truc que j'ai dit dans un podcast, sur une de mes passions, etc., là, je vais l'écouter. Mais ça se prépare. d'accord, intéressant ça. Ah, finalement, c'est tout ce travail en amont qui faisait toute la différence. Je me souviens de Mike Horn, je sais pas si tu vois qui c'est, Bien sûr, bien sûr. l'explorateur là, où il disait dans un de ses livres, la préparation de ses aventures, c'était en fait 80% du travail. Parce que d'ailleurs, lui, s'il se plantait sur la préparation, bah, il pouvait juste mourir, tout simplement, parce qu'il était juste seul. Typiquement, quand tu traverses le pôle sud à pied, tout seul, si tu as un problème, ça capte pas, tu vois. Donc, tu es obligé d'avoir tout bien préparé. Ça, Donc, c'est hyper ouais, c'est important. super intéressant. Mhm. D'accord. Et ouais, justement, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait que tu refuses. J'imagine que aujourd'hui, tu dois recevoir pas mal de messages. Dis-moi si je me trompe sur tes réseaux, etc., Tous les d'invitations. jours. Voilà. Tous les jours, je reçois des messages de prospection, tous les jours. D'accord. Et justement dans un de tes podcasts, tu disais que à chaque fois que tu as écouté les gens qui s'étaient pas du tout intéressés à toi, que ça s'était mal passé. Est-ce que tu peux un petit peu en parler un tout petit peu plus de manière plus détaillée, par exemple une aventure? Et plus où j'ai dit ça, ça s'était mal C'est passé. Ça s'était mal passé. Tu veux dire oui, que j'avais pas oui, été sympa ou je exactement. l'avais pas écouté. C'est En fait, possible. ce que tu disais, c'est les gens qui te prospectent te vendent du rêve, mais qui au fond, tu le sens, ils s'intéressent pas à toi. Ah oui, oui. Bah, tu t'es planté. Ça y est, je C'était reconnecte. Ouais, ouais, je vois l'exemple. J'ai l'exemple. l'idée, c'était plus ou moins ça. Écoute, je vais être très honnête. Je sors mon livre sur les parkings en juin, 16 juin 2022. J'arrête de bosser le 31 mai 2022. Donc, tu vois, 16 jours après sort mon livre. J'arrête de bosser pour Technogym, la boîte où je bossais avec des très très riches là, pour leur vendre des salles de sport. Je passe un été super dans le sud de la France. Je fais beaucoup de médias, etc. J'ai une attachée de presse pour le livre, ça se passe super bien. Je reviens à Paris en septembre. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je commence à sortir un peu dans les événements parisiens, networking et tout. Je vais plus du tout d'ailleurs. Et je tombe sur plein de gens qui viennent me voir, plus ou moins bien intentionnés. Ça, je l'ai su par la suite. Ah, super Alexandre, mais t'as une super image, t'as un livre à la Fnac, machin. T'as une bonne image, quoi. T'es pas le mec qui est à Dubaï, dans la Lamborghini. T'as une image clean. T'as un bouquin qui est chez un éditeur, Erol, qui est reconnu. C'est pas auto-édité. Donc vraiment, grosse paf sociale. Euh, Tout va bien. À l'époque, j'avais 35 ans, t'as 35 ans, t'as pas 18 ans, tu vois, tout allait bien. Et les mecs, ils me disent, ou les nanas d'ailleurs aussi, bah tiens, on va te faire, tu vas être à 10K par mois avec ton programme, ta formation, 5K, enfin, et des chiffres. Moi, je suis de nature assez, assez j'ai de l'empathie, quoi, assez sympa.
Je suis pas vraiment de nature méfiante. Maintenant, je le suis, mais c'est un peu contre nature. Et moi, j'ai tendance à donner la chance aux gens. Ce qui est très dangereux en business, très dangereux. Et du coup, bah, j'écoute, je crée un peu d'affect, tu vois. Imagine, j'ai quelqu'un, tu vois, moi j'ai 36 ans à l'époque, j'ai quelqu'un de 20 ans qui en veut, qui est motive. Moi, ça me parle. Tu vois, presque j'ai envie de l'aider en fait. Presque je signe Ouais, parce ouais, que j'ai envie de l'aider. J'ai envie de donner la chance. d'accord. Faut jamais faire ça. Et du coup, je suis tombé un peu dans le panneau, effectivement, de gens qui m'ont vendu du rêve. Et il s'avère qu'après, bah, il y a des gros frais de setup. Il y avait des fautes d'orthographe dans les séquences mail. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Et ils n'avaient pas lu mon bouquin. Alors que je parlais d'une formation sur les parkings, ils n'avaient pas lu mon bouquin. Pour moi, c'est la base. En fait, ils s'en foutaient. Ils n'ont pas creusé qui j'étais. Ils voulaient juste faire du chiffre d'affaires. Donc beaucoup sur le setup fee et aussi sur le récurrent. Sympa, hein, ils étaient sympas, il n'y a pas de problème. Il y a eu plusieurs équipes, hein. Sympa, mais il n'y avait pas la base. Et du coup, à un moment, je m'en suis rendu compte, ça marchait pas, c'était stressant. Et du coup, j'ai lâché. Sans ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi un peu les red flags que tu vois direct? Tiens, lui, qu'est-ce qu'il me veut? Ah, c'est une bonne question. Bah écoute, les red flags, hein, je les vois tout de suite arriver maintenant. J'ai beaucoup changé en 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Euh, Red flag, c'est le message automatique. Enfin, tu vois, le copier-coller. Ça, arrêtez de le faire, ça sert à rien. Red flag, c'est café virtuel parce que j'ai pas envie de prendre de café virtuel. En fait, ce que les gens comprennent pas quand ils contactent des gens qui sont sollicités, c'est que effectivement, on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut nous apporter une solution. C'est-à-dire que si le message il est tourné sur votre service en disant on est les meilleurs, en 30 jours, on va te faire passer de 0 à 10 000 euros, etc. Il faut aussi s'intéresser aux besoins spécifiques. Par exemple, quelqu'un qui viendrait me parler et qui me dirait écoute Alexandre, j'ai entendu dans un podcast que tu as essayé les formations, ça n'a pas marché pour toi. Bah, j'aimerais qu'on prenne 10 minutes pour essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, te donner mon avis. Et j'ai une autre idée de sujet. Et puis si tu es trop occupé, je te laisse un vocal sur WhatsApp et je t'explique. Ça, c'est pas mal. Ce qui est pas mal aussi, c'est ceux qui te font un petit loom, ou qui te montrent des trucs gratuitement. Et les red flags, c'est quelqu'un qui est trop auto-centré, qui va me vendre trop de rêves. Ça me saoule direct. Ah, finalement, c'est de faire le job que tu faisais avant, de euh, préparer l'appel, entre guillemets, ou le contact avant de te contacter. Bah, Bah, je m'intéresse, je c'est du respect en regarde et fait. ouais, voilà. Justement, tu sais, on avait un peu échangé sur LinkedIn et par rapport à mon constat, qui aujourd'hui, je trouve accablant. Justement, en plus, avec l'arrivée des IA, aujourd'hui, tu reçois plein de messages qui sont effectivement envoyés à des millions, peut-être pas des millions, mais en tout cas des milliers de personnes. Peut-être ça t'est déjà arrivé, peut-être pas autant qu'à moi, mais où tu penses échanger avec quelqu'un sur, sur les réseaux, puis au bout d'un moment, tu te dis, mais il est complètement à côté de la plaque, et tu comprends qu'en fait, c'est une IA. Euh, et aujourd'hui, avec les IA qui génèrent du contenu, c'est devenu de plus en plus justement impersonnel. Et moi, mon constat, c'est que justement cette relation est devenue du coup plus capitale en fait. Si tout le monde a cette capacité de créer plein de contenu et de pas être disponible, le fait d'être disponible, le fait de vraiment connecter, c'est ça qui peut faire la différence. Après, le problème, bah, évidemment, on va me dire, mais c'est pas scalable. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu partages ce constat aussi? Est-ce que tu te sens toi aussi face à ces problèmes-là? Est-ce que tu les ressens toi quand tu vas sur les réseaux, quand on te contacte? Du fait que ce soit des IA qui me contactent. Oui, ou même les contenus soient générés par des IA. Est-ce que tu le vois des fois? Est-ce que tu arrives à le détecter? Est-ce que c'est quelque chose qui te gêne? Ben ouais, c'est quelque chose qui me gêne, ça c'est sûr. Après, j'arrive pas forcément tout le temps à le détecter. Je pense que je suis moins à même que toi. Toi, c'est ton métier, donc toi vraiment, toi ton métier c'est d'écrire, de convaincre, et c'est génial. Ça, pour moi, c'est une compétence qui est innée et qu'un bon commercial doit avoir. Aussi de bien écrire, d'envoyer un bon mail. Ça, c'est hyper respectable. Et du coup,
Bah, moi, j'ouvre même plus les messages. Quand je vois ça, tu vois, j'ai l'aperçu des messages et je n'ouvre pas. Euh, parce que c'est trop long, ou les messages trop longs aussi. Euh, En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'il faut juste pinguer la personne et lui de manière pertinente. Ça s'engage une conversation. Mais je sais que moi, quand on me contacte et qu'on va me vendre un truc derrière. Donc, tu vois, je le sens tout de suite. C'est-à-dire que au message que je reçois, je sais pas toujours si c'est une IA ou si c'est une vraie personne. Mais en revanche, quand c'est un message commercial et que la personne attend quelque chose, bah, je le sais très rapidement parce que je suis un ancien commercial. Je l'ai fait 12 ans quand même. Donc, on se reconnaît, on se renifle entre nous. Je repense à une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure, mais tu disais que tu contactais des milliardaires, notamment. Aujourd'hui, c'est quelque chose, tu vois, à laquelle j'aspire pas à contacter des milliardaires, mais à contacter certains entrepreneurs, notamment pour les inviter éventuellement ici. Et comment tu faisais pour avoir justement leur contact? Est-ce que c'était leur numéro à eux ou c'était leur assistant? Comment vous procédiez en fait? C'est un bon point, ça on me pose beaucoup la question sur ça. En fait, bah, c'est les gens très importants, tu vas pas les avoir sur Facebook, sur Insta, etc. Quoique maintenant sur Insta, si tu veux contacter des gros influenceurs, ça peut être un peu plus facile éventuellement, mais bon, parfois ils gèrent pas leur compte ou etc. La Là où nous plupart on était non. malin, c'est en fait on passait par des apporteurs d'affaires, des prescripteurs. Euh, moi les gens que je voulais avoir, bah, je passais par leur architecte d'intérieur ou leur coach sportif, parce que c'était des salles de sport, donc l'archi d'intérieur, il fait la salle de sport, et ces gens-là, quand ils se font un hôtel particulier à 20 millions d'euros, il y a un archi d'intérieur, ils vont pas chez Ikea le samedi, ou chez Leroy Merlin, donc il y a un archi qui gère tout, et du coup, je passais, en fait, mon objectif, c'est de draguer les archis d'intérieur, de leur filer des catalogues, de déjeuner au resto avec eux, d'être sympa, de leur faire des blagues, d'être sympa, quoi, de me faire pote avec eux. Et ensuite, il me disait, bah tiens, Alexandre, monsieur Untel, je peux pas te dire qui c'est pour l'instant, mais il se fait un chalet à Val d'Isère, il se fait une maison à Neuilly, etc. Tiens, voilà les plans. J'avais les plans. Il aimerait un rameur, un tapis, un truc. Et je le faisais le truc. Et à la fin, souvent au milieu ou à la fin, parfois au milieu parce qu'ils avaient des questions auxquelles l'archi pouvait pas répondre, des questions techniques sur les machines. Bah, on me disait, bah tiens, rendez-vous dans le 7e et tout. Je prenais ma voiture de fonction, j'allais sur place et je rencontrais souvent la personne en tant que telle. Et là, j'étais surpris parce que c'était quelqu'un de parfois très puissant, très connu. J'ai vendu à des gens qui pèsent 30, 40, 50 milliards d'euros. On était en face-to-face pendant 1 heure en train de négocier du prix. Voilà. Donc il faut quand même faut avoir confiance en soi et être solide quand même. Ça, c'est quand même atypique en tant que commercial. J'aurais jamais pensé faire ça quand j'étais en alternance. Euh, donc voilà comment tu peux atteindre ces gens-là. Après, toi, par exemple, si tu veux, je sais pas qui tu veux atteindre, mais si tu veux atteindre des gros vendeurs de formation, des gros influenceurs, des gros youtubeurs, grâce aux réseaux sociaux, bah souvent c'est des gens un peu plus jeunes, tu vois, qui ont peut-être la trentaine et tout, tu peux aller peut-être les choper un peu plus facilement sur Twitter, sur Insta, sur LinkedIn, pourquoi pas. Mais moi, le conseil que je donnerais, c'est d'arriver dans la mesure du possible, d'aller chercher l'entourage de la personne. Tu vois, tu vas chercher l'entourage de la personne et après, il faut que la personne entende parler de toi. C'est-à-dire que si tu veux avoir quelqu'un sur ton podcast d'important, le mieux c'est qu'il ait entendu parler de ton podcast. Et du coup, bah, donc faut bosser dur pour ça, tu vois. Et du coup, quand il aura entendu parler de ton podcast, il suffit que tu aies une petite intro. Et là, ah oui, très bien, l'intro, d'accord. Et j'ai écouté le podcast, c'est bien. Et là, tout de suite, voilà. Mais à froid, c'est compliqué. C'est comme si moi, je demandais à la préface. Les fois où j'ai demandé une préface pour mes livres de gens très puissants, mais que je connaissais pas, souvent ils ont refusé parce qu'ils me connaissent pas. En revanche, s'ils me connaissent, bon, bah, ils peuvent me dire oui ou non, mais au moins ils vont me répondre. Donc, ça fait toute la différence en fait d'avoir une intro. Donc je conseille vraiment d'aller chercher un réseau d'apporteurs d'affaires, de prescripteurs, ou encore mieux l'entourage de la personne, quoi. Ouais, carrément, carrément. Ah, super intéressant en fait. Toute la clé là, de ce que je comprends depuis le début, c'est bien se préparer, trouver la bonne personne à contacter, Mm, et de fil en aiguille, tu vas c'est atteindre ton ça, objectif. C'est d'être patient c'est ça. C'est un et de travail de fourmi continuer. en Non. fait. C'est un travail de Ouais, fourmi. c'est ça, Faut vraiment être la exactement. fourmi. En fait, faut tirer la pelote de laine. Tu vois, tu as ton contenu, tu dis je veux aller target cette personne, et il faut arriver. Et il faut être super patient. En fait, c'est ça que les gens ils oublient aujourd'hui. Aujourd'hui, tu connais, hein,
Aujourd'hui, c'est tout de suite, quoi. C'est tout de suite, on veut C'est faire ça. 100 000. J'ai 38 ans, tu vois, j'ai pas 55 ans, mais avec ma petite expérience, je peux te dire que ça marche pas comme ça, quoi. Et ça, d'ailleurs, justement, sur la vente, parce que moi, je ressens exactement ça, et c'est quelque chose qui me gêne depuis pas mal d'années, tu vois, en tant que copywriter. Justement, on nous a enseigné que voilà, il fallait vendre, 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 tu vois. Et du coup, on est très pressé de vendre, et résultat, on presse les gens pour qu'ils achètent rapidement. Moi, je me suis dit, mais là, typiquement, j'ai commencé à travailler avec un client qui aide les gens à investir. Ben, toi, d'ailleurs, qui t'intéresse à l'investissement, tu vas lancer un livre là-dessus, qui aide les gens à investir en bourse. Et, euh, et en fait, moi-même, j'étais déjà investisseur avant de bosser avec lui, et je me suis dit, mais attends, mais moi, la façon dont, ce qui m'a convaincu à me lancer, c'est en fait, d'ailleurs, c'était un épisode de podcast, on a invité un investisseur en bourse en fait, j'avais un podcast que je co-animais avec quelqu'un, et il partageait sur les réseaux sa manière d'investir. Et puis, sauf qu'en fait, il faisait n'importe quoi, il faisait un peu du trading et il disait que c'était de l'investissement. Et cette personne lui a envoyé un email long comme le bras en lui disant mais qu'est-ce que tu racontes, etc. Et ce qui était cool dans ce podcast, c'est qu'on a invité nos auditeurs. C'était pas un podcast avec des gens entre guillemets connus, mais c'était nos auditeurs directement. Et du coup, il est venu et pendant 3 heures, il nous a expliqué ce que c'était que la bourse et pourquoi il faisait n'importe quoi, etc. Et en fait, moi, ce qui m'a convaincu, c'est qu'il a pris le temps, tu vois. Et on lui a posé nos questions en live, et il nous a répondu, en fait. Et ça n'a pas été, tu vois, de créer une offre irrésistible qui va se terminer dans 3 jours à minuit, et puis il y aura tel bonus et tout. Et c'est là où je me dis, mais attends, est-ce que du coup, je suis pas en train de faire une énorme connerie, tu vois, dans mon process? Parce que moi, c'est pas comme ça que j'étais convaincu. C'est pas en me forçant entre guillemets la main que ça a marché, c'est en prenant le temps de m'expliquer. Et quand j'ai compris, parce qu'en fait, une fois que tu as compris, tu te dis, mais c'est évident qu'il faut que j'investisse. C'est juste qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne assez le temps de le faire, en fait. Et du coup, je sais pas s'il y a vraiment une question, mais si ma question, c'est ça qui est difficile à dealer, tu vois. C'est comment dealer avec Il y a deux écoles. l'entrepreneur qui est ultra pressé, tu vois. Hmm. D'un autre côté, je suis convaincu que tu peux aussi, de manière assez rapide, prendre le temps, mais très, très, très vite délivrer toutes les infos. Mais est-ce que ça serait pas finalement ça la solution, tu vois, plutôt que de presser? Bah moi, je te Ok. le dis parce que je l'ai fait sur le terrain. Je l'ai fait pendant 12 ans. 12 ans, c'est quand même. Ouais, t'as le Pour un, temps d'avoir vu. pour un infopreneur hein, de 18 ans, 12 ans, c'est une vie entière. C'est 5 vies pour eux. C'est Ouais, Bali, il y en a pas Dubaï. beaucoup qui ont Voilà. 12 ans. Moi, j'ai 12 ans dans les pattes de commercial, dans Ok, au moins 4 boîtes différentes, de la start-up au grand groupe. Galerie Lafayette, LVMH, etc. Donc j'ai vraiment une solide expérience et je prépare un livre sur la vente d'ailleurs qui sortira dans un an ou deux. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a deux écoles. T'as ceux qui sont rapides, qui veulent être pressés, mais dans l'infoprenariat, c'est pareil. Qui veulent tout de suite vendre vite, donc en utilisant des leviers à la Hormozy, à Robert Cialdini, etc. Tu vois, pour vendre facilement, rapidement. J'ai essayé de le faire. Je suis honnête avec toi, j'ai essayé de le faire avec des équipes, ça n'a pas marché avec moi. Parce que c'est pas ma narrative, c'est pas ma personnalité. Tu vois, moi je suis plus dans l'humain, c'est pas ma personnalité. Et mon bouquin, qui est hyper humain sur les parkings, bah du coup ça matchait pas avec le Webi Live, avec le prix barré. Parce qu'en fait, les lecteurs avaient lu un livre humain d'un mec qui l'a écrit lui-même, pas avec ChatGPT. Et après, ils se retrouvent dans un funnel hyper Hormozy. Et moi, j'ai des gens qui m'envoyaient des DM, ils me disaient, Alexandre, de un, c'est pas toi qui gère, ce qui était vrai, c'est pas moi qui écrivais, c'était pas moi le copy. Et de deux, je suis méga déçu. Parce que t'es un gars humain et derrière, tu balances du truc à la Hormozy. Donc moi, ça n'a pas marché avec moi. Donc pour moi, il y a deux écoles. C'est soit tu veux un truc rapide, un peu agressif, etc. Et tu peux vendre, mais il faut faire beaucoup de volume. Il faut que tu aies une acquisition de leads très importante en organique et en ads. Il faut que tu exact. sois très bon. Mais après, il faut voir si tu te regardes dans la glace. Moi, perso, c'est pas OK pour moi. Et après, il y a la méthode beaucoup plus lente, mais en réalité qui peut être rapide. Parce que quand tu prends ton Exact. temps,
Regarde, c'est ça en fait, la nuance elle est là. C'est que c'est pas la voie lente réellement, c'est que quand tu dis juste à la personne, moi quand je vendais, je disais aucune urgence, tu vois, quand je vendais à un milliardaire, des salles de gym à 30, 40, 50 000 euros la salle de gym, tu vois, on parle pas de, c'est high ticket, hein. Et je leur disais, parfois je les sentais hésitants, et un mauvais commercial aurait mis la pression. Décider vite, parce que machin. Même mes supérieurs me disaient, dis que les prix vont augmenter l'année prochaine, ce qui était vrai souvent. Mais moi, je disais non, 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 je vais faire l'inverse. Moi, j'arrivais parfois, le client était hésitant, je préférais perdre la vente à l'instant T pour la faire le lendemain. Je dis écoutez, il est 18h, vous inquiétez pas, aucune urgence. Et le fait que je dise qu'il y avait aucune urgence, je montais le trust, les gens avaient confiance en moi, et c'est eux limite soit qui disaient sur place, bah non, non, on y va, ou le lendemain, ils m'appelaient. Parce qu'en fait, ils se disaient, waouh, j'ai un commercial, mais en fait, c'est pas un commercial, c'est un mec vraiment humain. Parce qu'il me met pas la pression. J'ai jamais vu un commercial comme ça. Et du coup, je désactivais les biais un peu de méfiance que les gens ont vers les commerciaux. Exactement. Et ils signaient beaucoup plus. Et je faisais beaucoup plus de ventes. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est tout à fait comme ça que je vois maintenant les Plus puissant. choses. Ouais, il se dit, quelque part, il se dit, il veut ce qu'il y a de mieux pour moi, tu vois. En C'est fait, il se pas dit, j'ai un mec sincère. Et c'est rare les gens sincères dans la vente. Moi, je le confesse, j'ai été commercial. C'est rare les gens sincères dans la vente. Mais c'est comme toi, si t'es copywriter, t'as deux copywriters. T'en as un qui. Toi, t'es le lead. T'en as un qui va dire bon, dépêche-toi, j'ai pas le temps. Vraiment, je travaille qu'avec des stars du domaine. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. T'as pas envie de signer avec lui. Tu auras toujours quelqu'un qui va dire waouh, j'ai la star, faut que je fonce. Ok, c'est la clientèle Webby, ça. Moi, ma vision, c'est plutôt de dire écoute, euh, reviens vers moi quand tu es prêt. Reviens vers moi quand tu as le budget. J'entends ton point, j'entends que tu es au début. Tu reviens vers moi, il n'y a aucune urgence. Si je peux t'aider, je le ferai. Mais je peux pas bosser gratuitement. Mais prends ton temps. Et à un moment, ce sera le bon moment. Et voilà, et je te souhaite de réussir dans ce projet-là. Et dans quelques mois, tu prends des nouvelles. Au fait, ça se passe comment ton projet? Mais désintéressé. Oh, la personne se dit waouh, j'ai quelqu'un en face de moi qui met pas la pression, qui prend de mes nouvelles. Je signe chez lui. Toute la et différence. je pense l'objection directe que nous dirait un infopreneur, c'est ouais, mais est-ce que t'as pas plus de résultats justement en pressant les gens? Est-ce que toi, tu sais, par rapport à toi, aux équipes que tu as eues, est-ce que tu avais vraiment des profils de l'autre côté de la barrière, tu vois, qui poussaient, et toi, et est-ce que vraiment il y avait une différence de résultats ou t'as pas, ou En t'as pas fait, il y a ça? deux visions. Tu as la vision court terme et plutôt long terme. Sur le court terme, effectivement, tu peux te dire je vais être agressif et tu vas peut-être vendre plus sur le court terme. Mais après, tu auras un gros turnover. Tu vas pas faire de récurrence. Parce que les gens, ils vont te churn, ils vont se désabonner de ton truc. Ils vont est-ce que tu serais d'accord de dire qu'ils vont acheter entre guillemets pour de mauvaises raisons et Bien quelque sûr. part derrière ils vont regretter et ils vont plus revenir? Et ben ouais, ils vont faire marcher le service client. Tu vas avoir des mauvais avis sur Trustpilot. Tu vas avoir des mauvais avis sur les trucs. En fait, les gens vendent en Webby Live. Déjà, ça existe de moins en moins parce que ça marche de moins en moins. Pour moi, c'est assimilé à de la vente salon. Tu sais, la vente foire de Paris, salon. C'est-à-dire que oui, t'avais rien demandé. Tu sais, t'arrives, tu te balades avec ta famille. T'as rien demandé. Pour moi, c'est ça. Tu passes dans une allée et tu vois un truc pour faire des jus de légumes. Et toi, t'avais rien demandé. Et le mec, il est tellement bon en face de toi que t'achètes. Et le truc, ça vaut 200 euros. Et tu vas pouvoir faire des jus de carottes, de mangue, de machin. C'est ça un Webby. Mais c'est pas les bonnes raisons. Moi, j'avais pas besoin d'extracteur de jus. Je m'en fous, moi. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que si tu as une vente plus humaine, où tu vas limite refuser des clients, ça c'est hyper classe d'arriver à refuser des clients et dire pour l'instant non, mais je peux te prendre après. Et ben du coup, tu vas fidéliser les clients. Et moi, par exemple, tu vois, j'ai une petite formation qui s'appelle le Bootcamp Parking. Euh, Plein de média buyers ont voulu scaler le truc et tout. Je l'ai pas scalé, je dois avoir 60 clients. Tu vois, j'ai 60 clients à peu près à 1500 euros, panier moyen. J'ai jamais reçu un message vénère. Jamais. J'ai même personne qui gère le SAV. C'est moi. J'ai jamais reçu une dinguerie. Alors que j'aurais pu avoir 150 clients, mais j'aurais fait combien de remboursements? J'aurais combien d'avis négatifs sur Amazon? J'aurais combien d'avis négatifs je ne sais où? Et après, j'aurais été bloqué pour sortir d'autres bouquins. Parce que mon éditeur, tu sais, j'ai pensé à ça, Francisco, c'est je me suis dit, si je fais du sale,
Si j'envoie du lourd, lourd, lourd avec des grosses équipes, des gros webis, des grosses promos, ok, je vais gagner. Je vais faire 300-400 la première année, pas de problème. Mais derrière, il va y avoir beaucoup de mauvais avis. Et moi, je veux faire plein de bouquins. Et je suis chez un éditeur qui a 200 ans ou je sais pas combien de temps. 100 ans, 100 ans, etc. Qui est vraiment legit. Et je sais très bien que si j'ai des mauvais feedbacks, les éditeurs, ils vont me dire, mec, t'es comme tous les autres. Et je voulais garder ma bonne image. En fait, il y a un point que j'aimerais Ta insister. réputation. Exactement. Voilà, ça, c'est un point que je voulais évoquer avec toi. C'est que souvent, ce que les jeunes équipes, média buyers, copywriters, peu importe, euh, tunnel de vente, etc., souvent, moi, ce que j'ai constaté, ça fait quand même 3-4 ans que je fréquente un peu le milieu infoprenariat, je le fréquente plus maintenant. Mais j'ai fait des masterminds, j'étais dans des trucs, tu vois, avec les stars du domaine. Je connais un peu. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils n'ont pas compris l'aspect réputation. En fait, ils s'en foutent. Les mecs, ils ont 20 ans, ils sont à Bali ou à Dubaï. Ils n'ont pas l'aspect réputation. Moi, je leur dis, les gars, j'ai 38 ans, c'est ce que j'ai plus précieux. Parce que moi, je veux refaire, je veux être repeat auteur, je veux faire des bouquins. Et ma réputation, c'est tout ce que j'ai. Là, je vais faire une soirée de lancement dans un super endroit à Paris pour mon bouquin. Si j'ai une mauvaise répute, il n'y a pas. Je veux refaire un bouquin, si j'ai une mauvaise répute, il n'y a pas. Et entre gagner beaucoup et avoir une répute de scammer et gagner moins, avoir une bonne répute et faire des bouquins toute ma vie, je préfère la deux. Ça, ça me paraît évident On n'en parle que jamais de la ça, c'est évident, réputation. mais on n'en parle jamais de ça. Non. Non, 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 c'est évident. Va Non, mais sur YouTube, écoute des podcasts, va sur YouTube. Ce sujet-là, la réputation des infopreneurs, on n'en parle non. jamais. Non, 90% du temps, on va parler de acquisition et vente. C'est ça. Mais on parle jamais de relations, de confiance, de long terme, de réputation. Mais moi, ce que je voulais revenir, parce que j'avais le sentiment que tu disais, en fait, quelque part, tu étais resté petit parce que si tu devenais grand, t'allais casser, entre guillemets, cette réputation. Mais est-ce que tu penses que c'est possible, tu vois, d'avoir des business qui facturent des millions sans pour autant euh, bousiller toute ton image et vendre de manière, Bonne enfin, question. entre guillemets, d'une bonne manière, tu vois? C'est une Parce, bonne parce que question que tu as. ça peut être aussi une objection, tu vois, qu'on pourrait me sortir. Ouais, t'es gentil, Francisco, on va faire ça très, très mignon, très gentil. Mais derrière, moi, je cherche à faire des millions, tu vois. C'est une très bonne question que tu poses. Pour répondre, déjà, de un, il y en a qui s'en foutent de la répute. Il y en a plein. Je pense que la majorité des clients potentiels que tu peux avoir ou qu'on peut avoir dans ces milieux-là, ils s'en foutent de la répute. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du cash. Eux, ils veulent faire DM. DM, je m'en fous de la répute, moi. Après, ils se barrent. Ok, donc déjà, c'est une chose. Après, moi, personnellement, je voulais pas être assimilé à un vendeur de formation parce que je trouve qu'en France, c'est mal vu. Bah, tu Personnellement, sais, c'est. et moi, maintenant, d'ailleurs, j'ai mis ça sur LinkedIn, j'ai mis ex-copywriter, tu vois. J'ai vu. Je suis à la limite, moi aussi, je veux plus être copywriter parce que, pareil, mauvaise réputation et j'ai envie d'apporter quelque chose de différent. Donc, je te comprends à ce niveau-là. Mais revenons à la question, du coup, c'est quoi La question, c'est que pour moi, c'est ton possible. raisonnement? Pour moi, mon raisonnement, c'est que j'ai pas craqué le truc. Parce que moi aussi, enfin, je suis un humain. Je vais être honnête. Bien évidemment que j'aimerais faire des millions avec des formations. Bien évidemment. Mais pas à tout prix. Je pense que c'est possible. Alors, je pense que c'est possible de le faire, mais faut être super clean. Et du coup, le problème, c'est que c'est un peu le chat qui se mord la queue. C'est que si tu es super clean, tu vas moins vendre parce que tu vas pas appuyer sur les mêmes douleurs. Forcément, pour moi, il y a de la casse. En fait, pour moi, si tu veux vraiment vendre très très fort, il faut faire de l'ads. Ou soit c'est une très grosse communauté, mais à un moment, tu vas pousser de l'ads. Ça va être un peu putaclic. Tu vas être obligé d'avoir des méthodes qui sont un peu à l'américaine. Aux États-Unis, ça fonctionne très très bien. Alors, Mozi, Cozy Sanchez, tous les trucs, ça marche très très bien. En France, je trouve que ça fonctionne un peu moins. Après, t'as des vendeurs de formation qui arrivent, des gros vendeurs de formation dans l'immobilier, qui arrivent quand même à faire des choses. Mais pour moi, ils sont toujours un peu entachés. Tu vois, il y a un gros vendeur de formation qui a fait une vidéo sur Legend Media. Bon, parfois c'est payant, parfois c'est gratuit. C'est souvent payant pour les vendeurs de formation. Bah, j'ai lu les commentaires, il se fait défoncer dans tous les sens. Alors que moi, tu vas voir mes commentaires
que j'ai fait dans des gros podcasts où je suis passé, les commentaires, ils sont bienveillants, tu vois, 95%. Donc pour moi, c'est compliqué. Moi, j'ai pas craqué le truc, mais pour moi, c'est compliqué de voir le beurre et l'argent du beurre. Soit tu vas envoyer du lourd, faire des gros volumes, mais forcément, tu vas devoir employer des méthodes qui sont un petit peu plus musclées, donc il y aura de la casse. Ou soit effectivement, tu veux un truc un peu plus clean. Mais je pense que ça peut quand même être possible, mais t'as intérêt à être avec les best du best du best du best. C'est quand même compliqué. Mais ouais, mais j'ai le sentiment, tu vois, aujourd'hui, on n'a pas de modèle dans l'infoprenariat, en tout cas moi, à ma connaissance, qui l'ait fait, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on n'a que un Mhm. modèle qui est, euh, voilà, peu importe l'art et la manière, l'important c'est le résultat. Et J'en ai un peut-être. ok, Tu prends un mec comme David Laroche. David Laroche, aujourd'hui, il a une image, il a réussi à rendre un peu plus clean son image, grâce à sa chaîne YouTube, etc., à la qualité de ses invités. Alors qu'avant, c'était un vendeur de formation. Donc, elle a quand même réussi à passer un peu du côté vendeur. Il vend toujours des accompagnements, des trucs, je sais pas trop, mais il fait toujours du business. Mais lui, je trouve qu'il a réussi quand même un peu à le faire. T'as Christopher Wangen aussi, il arrive à faire des événements, mais il a toujours cette image. Je parlais de lui quand j'étais sur Legend. Mais il a toujours cette image un peu. Donc pour moi, c'est compliqué, quoi. Il y a un moment, il faut faire ton choix. Il faut faire ton choix. On est en France, c'est pas les États-Unis, c'est pas Dubaï. Et forcément, il faut faire ton choix. Mais moi, mon choix, par exemple, c'est de gagner de l'argent, mais avec une image plus clean et en vendant des livres. Parce que je trouve que quand tu vends des livres, tu vois, ça fait écho un peu à ton côté ex-copywriter où tu aimes écrire. On a ça en commun, toi et moi. Je trouve que vendre des livres, tu vas gagner beaucoup moins d'argent, parce que tu gagnes 1,50 € par bouquin, environ. Mais en revanche, si tu arrives à vendre comme un Tim Ferriss, etc., bah, tu peux gagner énormément d'argent. Mais par contre, ça va être beaucoup plus dur et beaucoup plus long. Donc moi, je préfère, j'ai l'ambition d'un vendeur de formation français, mais je veux le faire avec les bouquins. après, tu peux enchaîner suite au livre parce que moi je trouve que c'est une excellente tactique et d'ailleurs qui pendant longtemps était la strat, le hack à faire, c'est tu te lances, écris tout de suite un livre. Et je pense que l'idée derrière, c'était, parce que si j'achète ton livre, je passe combien d'heures à le lire? Peut-être, je sais pas, 10, 15 heures, je sais pas combien on prend de temps pour lire un livre, honnêtement. Mais bah, je passe énormément de temps avec toi. Du coup, bah, je vais beaucoup plus rapidement adhérer à tes idées. Je pense qu'il y a vraiment une corrélation entre temps passé avec quelqu'un, euh, sympathie pour lui, j'adhère à ses idées, donc résultat, j'ai envie de faire les choses avec lui, avec personne d'autre, parce que bah, je l'apprécie, quoi. Donc quelque part, c'est peut-être un point d'entrée, c'est pas sur le bouquin que tu vas faire peut-être du chiffre, mais c'est sur autre chose derrière. Mais juste pour revenir en arrière, par rapport au fait qu'il n'y a pas d'exemple, tu vois, de boîtes entre guillemets qui font entre guillemets bien les choses. Peut-être pas dans l'infoprenariat, mais moi justement j'ai voulu prendre un peu de recul. Je t'ai parlé, tu sais, je sais pas, je crois que je t'en ai parlé en te contactant, où je m'intéressais à l'expérience client, relation client dans le luxe. Et quand tu regardes finalement ces boîtes, je sais pas, Cartier, LVMH, J'ai etc., bossé ou pour eux. des grands hôtels, des palaces, bah, toi tu connais mieux que moi, j'ai pas les moyens, j'ai pas fréquenté ces lieux, tu vois. Mais eux, au contraire, tu vois, ce sont des experts pour te vendre. Typiquement, ils ont tellement ils chouchoutent tellement les clients, ils offrent tellement une expérience client mémorable que par exemple un hôtel va pouvoir vendre sa nuit 2 000 €, alors que l'Ibis à côté 150 €, tu te dis je me fais arnaquer. Donc tu vois, donc est-ce qu'il n'y a pas une donc il y a des boîtes qui ont prouvé que bah entre guillemets Apple, bien Apple, servir les choses. Apple, Ouais, quand tu rentres c'est un dans un exemple. Apple Store, tu as plus de vendeurs que de clients des fois. Je vois pareil avec Amazon où tu as un problème. Ils te Les types, remboursent, il y a un souci. ils te font confiance, ils te remboursent. Donc vraiment, en fait, donner, vraiment aider. Finalement, c'est l'un des principes que tout à l'heure tu as mentionné, Cialdini, c'est la réciprocité, en fait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une croyance qui est, euh, en fait, il faut prendre
prendre, prendre, prendre. On veut, les gens sont focus sur ce qu'ils veulent, eux, et pas focus sur aider. Alors que paradoxalement, ils sont formateurs, ils sont censés être là pour... tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'erreur que les gens font. C'est ça, là tu mets le doigt sur la bonne chose. Le principe de, il faut qu'ils relisent Influence et Manipulation. La réciprocité, c'est comme en amitié, c'est comme tout. T'as un pote, toi, demain. T'as un pote, tout le temps, tu l'invites au resto. À un moment, tu vas lui dire, frérot, c'est chiant, quoi. Tu vois, c'est hyper important. Et c'est vrai que les formateurs, ils veulent prendre, 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 faire du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre, mais ils donnent rien. Donner, c'est pas faire un slide en disant, je vous donne de la valeur. Ça, c'est que des mots, ça. Donner, c'est vraiment être sincère, c'est écouter, avoir une écoute active, etc. Mais moi, par exemple, quand j'étais commercial, je donnais, je- parfois, je me disais, j'ai envie de rencontrer la personne, et j'étais pas là en train de me dire, je vais repartir avec un bon de commande, avec un chèque. Tu vois, c'était une rencontre, j'étais hyper admiratif de la personne, souvent, c'est des gens importants, qui ont une histoire. On discutait, on passait un bon moment, et la vente était un bonus. Et parce que la vente était un bonus, la personne sentait que j'étais sincère. Il disait, ah, il est un peu comme mon fils, tu vois, je rappelais un peu ça. Et derrière, il avait envie d'acheter. Et les formateurs vendraient beaucoup plus s'ils arrivaient à, à être beaucoup plus dans l'humain. Parce que les gens, ils sont pas cons au bout d'un moment, si tu veux. Au bout d'un moment, le lead, le prospect, le client, ce que tu veux, à un moment, il ressent les choses. Il y a des gens naïfs, il y a des gens stupides, effectivement, qui vont acheter Et des trucs qu'ils ont. tu fais Et l'erreur voilà. une fois, mais pas deux, pas trois. Et l'objectif, c'est d'avoir du récurrent. Quand tu es commercial, quand tu vends, tu es infopreneur ou tu es commercial, c'est ça que les gens, ils oublient. C'est pour ça que souvent, ces mecs-là, ils font des chiffres d'affaires énormes, et après, ils font un burn-out. Ils font un gros burn-out. Et après, ils changent de vie, déménagent 3 fois, etc. Mais c'est pas ça le business. Le Et business, c'est souvent, je les durer. vois changer de... Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais souvent, ils changent de niche. Genre, ça y est, j'ai une sale réputation dans cette niche. Bon, maintenant, je vais parler d'un truc rien à voir et je recommence tout de zéro. Mais bien sûr. Donc, du coup, ça n'a pas de sens. Et en fait, ils n'ont pas une vision. En fait, ils ont une vision très, très, très court terme. Ils n'ont aucune vision à 10 ans, 20 ans, etc. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'ils n'ont pas défini leurs valeurs. Ils n'ont pas défini leur vision. Et du coup, ils sont dans une espèce de survie, de biais du survivant, d'être là tout de suite. Oh putain, j'ai monté une boîte, faut que je fasse un max de thunes, etc. Sans penser aux conséquences. Et après, les conséquences, elles arrivent. Ils ont des gros burn-out, bad buzz, et ils ont arnaqué des gens, et ça se passe mal. Donc moi, je pense que la vraie clé, selon moi, et je prépare un bouquin, je sais pas si je te le dis, mais je prépare un bouquin sur un peu à la Cialdini sur la vente, et Ah, trop bien. la psychologie de la vente, etc. Je prépare un bouquin là-dessus avec les idées que je suis en train de te révéler parce que moi, ça me passionne, tu vois, c'est vraiment mon truc à 100%. Et il faut, dans la vente, moi j'ai appris la vente à l'école et il y a une première étape qui s'appelle créer un climat, un bon climat. On achète à quelqu'un qu'on aime bien. Oui, il faut le trust, mais on achète à quelqu'un qu'on aime bien. Tu vas Ah, acheter, mais moi je c'est prends ça. souvent cet exemple-là. Tu vas acheter une paire de baskets, une paire de tennis, tu as 2 magasins. Tu vois, tu as un Foot Locker, un Courir. Bah, t'es dans la rue, tu peux acheter dans les deux, tu vas aller où? Bah, tu vas aller là où tu connais la personne, où t'as été bien reçu. Exactement. On achète une personne. Moi, chez Technogym, les gens achetaient un tapis de course à 3500 balles quand c'était pas à 10 000 ou à 20 000 pour certains modèles, parce qu'ils avaient confiance dans la boîte grâce à moi. Moi, ils avaient confiance en moi, je les rassurais sur la société et ils achetaient. S'ils n'avaient pas confiance, ils vont chez Decathlon, c'est 10 fois moins cher. Il faut créer la confiance. Il faut que les gens se disent en face de moi, j'ai Francisco, c'est une personne bien. Et moi, maintenant, qui suis de l'autre côté de la barrière, qui suis prospecté, parce que j'ai investi dans 11 startups, parce que j'écris des bouquins, je fais plein de trucs aujourd'hui. Et j'ai besoin de bosser avec quelqu'un, au stade où j'en suis, que j'aime bien humainement. Et il y a des gens que j'aime pas, qui me proposent des business et je les fais pas parce que je les aime pas. On a besoin, en fait, les gens riches, les gens qui ont de l'argent, les gros décideurs, c'est des affectifs. Il faut arrêter de croire que c'est tous des start-upers busy, qui n'ont pas le temps. Il y en a beaucoup, c'est des gens Ça, j'adore. affectifs. Et s'ils t'aiment bien, ils vont acheter chez toi. Et c'est ça que les gens, ils n'ont pas compris. Et d'ailleurs, dans un des podcasts, parce que tu disais que tu bosses avec des start-up, enfin, avec les fondateurs dans lesquels, enfin, dans les start-up où il y a les Ouais, fondateurs dans lesquels tu investis, tu ouais. disais que il manquait d'écoute active, d'intérêt vraiment pour l'autre, d'humilité. Et D'humilité, putain, la vache. est-ce que tu peux en parler plus et justement comment on pourrait typiquement
corriger ces choses-là et comment on pourrait les mettre dans l'infoprenariat ou dans le copywriting, enfin, tout simplement. Il y a des gens qui ont monté des startups dans les parkings. Moi, je suis la personne la plus connue dans le parking pour les particuliers en France. Il y a même une boîte qui s'appelle YesPark à 100 salariés qui m'a en rôle d'ambassadeur. Je suis leur influenceur. J'ai écrit un bouquin best-seller là-dessus. Et il y a des gens qui ont créé des boîtes de parking et qui m'ont dit, Alexandre, on veut bien ta thune, mais on veut pas ta smart money. En gros, tes compétences, ton réseau, on n'en a pas besoin, on veut juste ta thune. Quel manque d'humilité. Quel manque d'humilité. C'est un exemple. Moi, ça me choque H24. H24. Donc, il y a des gens, c'est comme ça. C'est-à-dire que souvent, moi, ce que je vois dans les start-upers, c'est des gens dans la French Tech qui sont de milieux aisés. Ça, il faut le dire, on le dit jamais aussi. Des gens très favorisés avec des parents qui ont de Ils ont toujours l'argent. un storytelling, je suis parti de Voilà, mais rien. moi, je dis la vérité, tu vois, parce que je suis le boss de ma boîte. Il y a personne qui me dit de dire ça. Je dis ce que je pense. C'est ce qui paraît le plus logique, que la plupart des gens qui se lancent, c'est ceux qui ont les moyens de se lancer, parce qu'il faut quand même des moyens, parce que avant que ta boîte marche, il faut un certain temps, tu vois. Bien sûr, il faut être chez Et il faut papa-maman. avoir Ah, il faut des avoir un moyens financiers pour y papa-maman. arriver, quoi. Ah, il faut pas être au Crous ou il faut pas se payer un studio à 500 balles. Il faut être chez papa-maman avec les pieds sous la table, etc. Donc les gens qui investissent dans des startups, qui créent des startups, c'est des gens à 90%. Moi, je te dis, je les côtoie, j'ai investi 11 fois. J'ai mis beaucoup d'argent. C'est des gens de milieu aisé. D'ailleurs, d'accord. Ils sortent de ESSEC, HEC, etc. souvent, et c'est des gens de milieu aisé. Voilà. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, il n'y a pas un jugement, mais c'est un fait. Euh, souvent, bon, il y a des gens d'école de commerce, il y a aussi beaucoup d'ingés, mais c'est des gens parfois qui mettent beaucoup les diplômes en avant. Et je m'en fous, moi, des diplômes. Ce que je veux, c'est que ton business, il marche. Donc moi, j'ai souvent des gens qui me pitchent. Maintenant, je veux plus être pitché maintenant. Mais j'ai souvent des gens qui me pitchaient et qui commençaient par me dire alors oui, j'ai monté une boîte. Alors moi, j'ai fait double diplôme, Columbia, HEC, Centrale, machin, Polytechnique. Et avec une arrogance, un front comme un menton en l'air. Je veux me barrer, moi. J'ai envie d'aller manger un burritos ou un avocado toast à côté. Qu'est-ce que je fous là, moi? Il faut être humble. On est tous les mêmes. J'ai vendu des tapis de course à des milliardaires. Et alors, ils vont aux toilettes comme toi et moi. Ils vont avoir un psy comme plein de gens. D'accord? Donc, du coup, il y a un gros déficit d'humilité dans la Startup Nation, dans la French Tech. C'est pour ça que je m'en suis beaucoup désintéressé. Et je trouve il faut écouter l'autre, il faut être humble, comprendre ses besoins, être dans l'écoute active, ce qu'on disait juste avant, et dire voilà, moi, ma solution, c'est ça. Je suis copywriter. Ma proposition, c'est ça. Je suis pas en train de te dire que je suis le meilleur ou quoi, le moins cher ou pas, mais ma proposition, Exact. c'est ça à ton besoin et je serais heureux de pouvoir t'aider. Il faut avoir une posture un peu low profile. La star, c'est ton client, c'est pas toi la star. Tu vois? Sans ça, j'y avais Eh jamais ouais, pensé. la star, c'est ton client. C'est-à-dire que toi, si tu vends une presta, par exemple Francisco, tu vends une presta, il faut que tu te mettes low profile. C'est-à-dire que voilà, bonjour, moi c'est Francisco, mes références c'est ça, j'ai bossé avec telle et telle personne. Maintenant, moi j'ai envie de vous écouter, etc. Mais le client est roi. Les anciens, les vieux, ils disaient ça, le client est roi. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, ça, sorti du vocabulaire. Ça, tu vois, comment ça pourrait se traduire justement, typiquement quelqu'un qui fait un Webi, est-ce que il devrait, au lieu de passer, je sais pas, trois quarts de son temps à parler de lui, de son parcours, bon, d'un côté, il faut aussi connecter avec lui. Il devrait plutôt passer son temps à qui êtes-vous, à discuter, à échanger, à créer une relation. Je ne sais Ouais, pas. je fais plein de Mais conférences, moi. Enfin, j'ai fait des webis. Des webis, j'en ai fait. Combien on a fait de webis à l'époque? Entre 5 et 10. Peut-être un peu moins, 8 quand même. Des webis live de 2 heures, hein, le dimanche soir, à 18h. On a fait des ventes, hein. oui, Mais quand je fais des conférences en visio, ou bien en présentiel, je passe beaucoup de temps sur le question-réponse. Parce que moi, c'est hyper important. Et souvent, je prends les questions avant la fin. Alors que normalement, c'est à la fin. Il faut s'intéresser à l'autre. Bonjour, je vais donner un exemple. Imaginons que tu sois. T'es encore copywriter ou pas? oui, oui, Imagine t'es copywriter. Tu fais une conférence où tu veux trouver un client. Tu peux dire bah bonjour, moi je suis Francisco. Euh, j'ai travaillé avec tel et tel client. euh, on a tel et tel résultat. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas que de parler de moi, c'est surtout de vous écouter, de comprendre vos besoins et de voir si, oui ou non, tu laisses toujours la possibilité du non, on peut travailler ensemble. exact.
bien sûr. en étant humble, low profile. Mais low profile, ça veut pas dire s'écraser, tu vois, ça veut dire t'es humble, t'es tranquille. Moi, quand j'ai quelqu'un qui me prospecte et qui est là, moi je suis le meilleur, oh là là, j'ai limite, Ouais. j'ai envie de déconnecter l'ordinateur, tu vois. Ah ouais, moi je les bloque direct, Mais comme en fait, ça. maintenant, ce qui est bien, c'est que Oh, t'ouvres même plus, toi. je suis plus Ouais, opérationnel. Non, mais c'est ce que je dis aux gens. Les gens, ils me prospectent, qu'est-ce que je leur réponds? Je leur réponds des trucs, je leur dis, je suis plus opérationnel. Et ils savent pas quoi répondre, tellement ils sont mauvais commerciaux. Tu vois, ils s'intéressent même pas. Je leur dis, j'écris un bouquin, je suis plus opérationnel, je vais faire du sport. Bonne continuation. T'es nul. Rien compris au truc. Et bref, donc du coup, t'es low profile, t'écoutes les besoins et tu laisses la possibilité que ça fonctionne pas. Il faut toujours laisser une porte de sortie. Ça, dans la vente, c'est très important. Tu laisses une porte de sortie. Voilà, monsieur le prospect, soit ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas, on reste bons amis, il n'y a aucun problème. exactement. Même ça peut venir de toi, hein. Ou toi tu le sens pas, tiens ce caractère, ça va être compliqué, on va Ça pas t'est arrivé, s'entendre, ça? ça va pas marcher. De refuser Ouais, des ça m'est clients parce arrivé. que tu sentais que le caractère, Ouais. ça allait pas matcher, quoi. Bah, ça m'est arrivé d'arrêter de travailler avec certains clients, enfin un en particulier dont je me souviens bien parce que en fait ce qui me gênait c'est qu'il me prenait pour un employé, en fait il me téléphonait à n'importe quel moment et bah, parfois bah, moi j'avais, je sais pas, je bossais pour un autre client, peu importe. Donc je répondais plus et il s'agaçait, il m'envoyait des messages, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu me snobs, Francisco? Et du coup, je lui ai dit, L'enfer. en fait, je lui ai expliqué, écoute, moi, je fonctionne comme ça, et pas comme ça. Il m'a dit, bon, ok, alors on va travailler comme à ta façon. Et puis, en fait, on n'a plus jamais bossé ensemble. Et c'est vrai que c'est à partir de là où je me suis dit, mais plus jamais je vais reproduire ce genre de truc parce qu'en fait, c'est juste une perte de temps, euh, pour tous les deux, quelque part. Et j'aurais, oui, c'est ça. Bah, déjà, il faut qu'ils partagent cette vision-là. Qui est rare. Donc là, maintenant, justement, j'essaie, à travers le podcast et les contenus, de sensibiliser les gens sur la question. Puis le plus important pour moi, ça va être vraiment de montrer des résultats. Mais effectivement, je suis plus prêt à vendre mon âme au diable et faire tout et n'importe quoi. Parce que je suis convaincu que c'est pas comme ça, que c'est pas le plus efficace en fait, tout simplement. Et D'accord. je le vois avec mes clients parce que en fait, ceux qui sont focalisés sur effectivement court terme, le problème c'est que déjà il y a des études qui montrent que euh, 90% des gens qui se renseignent sur un sujet, je sais pas, tu vas acheter une piscine, tu te renseignes dessus, 90% des gens vont acheter 3 mois après. Enfin, t'en as 10 qui vont acheter au bout de 3 mois et 90 jusqu'à 1 an en fait. Ah, c'est Parce intéressant. que tout le monde n'est pas au même stade de maturité. En fait, l'étude, ça a été menée par une entreprise qui est dans les salons, genre salon de l'habitat. Et puis, tu peux demander, écoutez, moi, je suis intéressé, je veux acheter une piscine, envoyez-moi des prospectus à la maison, je me renseigne, tu vois. Et du coup, pendant 1 an, ils ont rappelé tout le monde. Donc là, c'était sur, je crois, 40 000 personnes. Ils les ont tous suivis pour voir qui avait acheté au bout de combien de temps. Et ils se sont rendus compte justement, bah, au bout de 3 mois, il n'y en a que 10 qui ont acheté, et jusqu'à un an, à partir d'un an et plus, on ne sait pas. Mais et les autres ont mis jusqu'à 1 an. Et donc, parce que tout le monde n'est pas au même stade, tu vois, il y en a qui sont là, bon, moi, il me faut une piscine cet été parce que je vais inviter toute ma famille, etc. Alors que d'autres se disent, tiens, j'étais chez Thierry ce week-end, c'était quand même cool, la piscine pour les enfants, ça pourrait être sympa, mais bon, je sais pas, en ce moment c'est compliqué, blablabla. Mais, mais il va finir par acheter. Donc la question c'est est-ce que toi, tu vas avoir la patience d'être là c'est ça en fait, c'est que les leads qui rejoignent les listes de mes clients, ils, ils- je sais pas, il y a peut-être 50% qui vont finir par acheter à un moment donné. C'est évident. C'est juste que bah, on se lance pas tous à corps perdu direct. Peut-être toi-même avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Bah, je me souviens d'ailleurs, tu disais bah, que d'abord tu es resté salarié, que tu investissais dans les parkings. Tu vois, ça c'est pas du jour au lendemain, c'est des choses qui prennent du temps. Euh, et donc c'est pareil pour tout le monde. On n'est pas tous au même stade. Et du coup, la question c'est est-ce que tu vas les laisser tomber, tu vois, et aller chercher des nouveaux leads
ce qui te coûte plus cher, ou alors est-ce que tu vas rester top of mind? C'est ça que j'appelle, moi, tu vois, c'est on est là, on t'a pas oublié. Ça, tu fais euh, ça avec ton copywriting. Exactement. Et c'est ça, en fait, avec mon client, on a trouvé un compromis qui est un peu bizarre, mais moi, en fait, je m'occupe de la relation, de vraiment les maintenir l'intérêt avec eux. J'envoie trois emails semaine. Et puis après, il y a un autre copywriter qui lui s'occupe de vendre. Donc, c'est Donc bien. quand il C'est fait un vachement bien que lancement, du coup, t'as segmenté un peu le côté intérêt pour tu restes top of mind et en même temps le côté sales. C'est pas exact. mal. C'est deux compétences différentes, hein. Exactement. Et l'autre, voilà, je stoppe la newsletter, et à toi de jouer. Et on a cette espèce d'entre-deux, tu vois, qui satisfait tout le monde, quoi. Donc, ouais. Mais et du coup, est-ce que tu as ressenti ça? Est-ce que toi, quand tu étais commercial, est-ce que tu as vu que, bah, effectivement, des gens que peut-être tu pensais qui étaient perdus, que ça allait pas marcher, bah, finalement, en les Mort. relançant. À fond. Ça me rappelle complètement surtout ma dernière expérience de 4 ans là, dans les machines de fitness chez Technogym, où je faisais beaucoup de salons, on faisait maison à objets, des salons un peu sur la déco, etc. à Paris. Et je donnais beaucoup de cartes de visite, Et puis je prospectais beaucoup sur LinkedIn, beaucoup. Et bah, en fait, je semais beaucoup. Tu sais, c'est comme on sème, c'est comme un jardinier. Et c'est vrai que bah, parfois, ça tombait pas tout de suite. Mais il y avait des gens qui, un an après, ah, j'ai retrouvé votre carte, ah, je pensais à vous, ah, j'ai ça. Il y avait énormément de gens. Moi, au début, j'étais inquiet parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas de business qui rentrait. Je passais mon Et temps à oui. semer, à faire des rendez-vous. J'étais dans la voiture d'un point à un point B. On se garait, c'était compliqué. Enfin, il y avait rien qui tombait, quoi. Et c'est seulement, je suis resté 4 ans dans cette boîte. Et c'est seulement les 2 dernières années, je dirais, presque la dernière année, où j'ai vraiment performé. La première année, pourtant je bossais les 4 années, hein. Mais au début, je bossais beaucoup et il n'y avait pas de résultats. Et à la fin, je bossais presque un peu moins et il y avait plus de résultats. Enfin, tu vois, la courbe s'est complètement inversée. Mais j'ai semé 2 ans, 2 ans et demi. Et à la fin, en fait, bah, ça tombait tout seul. Parce qu'il y avait du réseau, parce que j'avais de la recommandation. Très puissant, ça aussi. Et puis les gens bah, avaient entendu parler de moi, retrouvé mon contact. Et puis l'idée avait germé dans leur tête. Tu sais, ils se disaient, bah tiens, il faut que je fasse du sport, mais bon, j'ai pas le temps. Ou j'ai pas l'argent. Et puis après, ils ont un problème de santé. Ah bah oui, oui, ils ont envie de perdre du poids. Ah bah oui, mon médecin, oui, bonjour Alexandre, mon médecin m'a dit qu'il fallait que je fasse du sport, du coup je pense à vous. Et ça se trouve, j'avais rencontré la personne il y a un an et demi avant. Donc en fait, en réalité, tu vas semer, c'est comme un infopreneur avec toi, avec le copy, tu vas semer dans ton copywriting des vérités qui vont résonner en lui. Par exemple, il faut vous sécuriser financièrement, ça c'est un vrai truc. Avec ce qui se passe, tu vois, la société française, c'est quand même très compliqué. Et les gens, ça résonne pas en eux. Tu vois, ah ouais, Ah, c'est pas hein, sur le moment, ouais, c'est pas ça, le bon moment, ça tu leur vois. parle pas. Et après, ils vont avoir un problème. Ils vont avoir un licenciement, ils vont se faire quitter par leur copine, ils vont se retrouver au chômage. Et là, c'est vrai qu'il avait raison, en fait. Celui que j'aimais Ouais, pas. complètement. Ça, d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat, ça arrive tout le temps où t'as- on t'a dit, enfin, t'as entendu 50 fois tel conseil dans plein d'endroits, et puis un jour seulement, je sais pas, où t'es face à ce problème, et là, ça fait tilt, et tu te dis, mais en fait, pourquoi enfin, on m'avait prévenu 1000 fois, j'ai pas écouté, et là, d'un coup, ça prend tout son sens. C'est pour ça qu'il faut répéter le message aussi. Il faut répéter le message par plusieurs biais. Il faut répéter le Exact. message. C'est hyper important. C'est comme quand tu fais un bouquin, il faut que tu le vois sur Amazon, il faut que tu le vois à la Fnac, chez Cultura. Puis quand tu fais des interviews, il faut répéter le message. Et à un moment, c'est le bon timing. Et la personne, elle se dit, bon, bah, je suis rassuré, j'ai vu, il y a plein de méthodes. Et voilà, c'est comme ça que le luxe vend. Les marques de luxe vendent en Chine parce qu'en fait, en Chine, ils placardent tous les murs de Vuitton, etc. Et ça rentre dans leur inconscient, aux Chinois. Ils sont inconsciemment, ils sont biberonnés à Rolex et à Vuitton. Et c'est pour ça que quand ils vont en France après, et quand ils vont aux Galeries Lafayette au printemps, comme des automates, tu sais, on peut leur bander les yeux, ils vont au truc parce qu'ils l'ont tellement vu dans leur ville. Ça c'est assez puissant. Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que il faut arriver à maintenir l'intérêt, à semer des graines.
Et à un moment, tu récoltes les fruits. Moi, c'est toujours ce que j'ai appris en tant que commercial. Il faut beaucoup, beaucoup bosser, beaucoup semer. Et après, cette courbe-là s'inverse et le ROI arrive. Et je voulais rebondir sur un point. Tu disais que quand tu allais vendre à la fin de ta carrière, en fait, tu parlais de tout sauf du produit. Euh, Comment ça se fait en fait? Parce que de manière générale, justement, ce qu'on voit, c'est euh, juste le contraire. Bien sûr. Souvent, c'est le contraire. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais des clients très spécifiques, donc qui sont très riches, et qui ont envie de se distraire et de passer un bon moment avec toi. Parce qu'ils sont tout le temps en réunion, comex, entre leurs femmes, leurs amants, leurs maîtresses plutôt. Voilà, donc ils ont besoin de se changer les idées. Et moi, ça, je l'ai compris en fait. En fait, la différence avec les autres commerciaux, c'est que moi, je me suis dit, qu'est-ce que veut la personne réellement? Elle veut acheter une salle de sport, tu vois, un rameur, un tapis, un truc, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour être plus beau gosse, donc un truc d'ego? Est-ce que c'est sport santé parce que le médecin a dit qu'il fallait faire du sport pour vivre longtemps? Qu'est-ce qu'il veut? Et quand il va avoir le commercial qui va venir chez lui, quelle expérience il va avoir? Donc moi, je me suis Exact. attelé à offrir une expérience client. C'est pas simplement, mon but c'était pas simplement de le vendre et de leur mettre un tapis de course pour qu'il fasse du sport et qu'il perde 3 kilos. C'était comme dans le luxe, c'est un package où il a une belle expérience client. Comme quand toi tu vas au resto et que le restaurateur va t'offrir l'apéro. Ouais, tu veux lui faire vivre un bon moment en fait, Je veux quelque part. surdélivrer. Je surdélivrais. Je surdélivrais. En étant sympa, etc. Ouais, en Et du fait, coup, tu vois, attends, du coup, je oui, finis, attends, je fais mon truc. Et du ouais, coup, je t'en parce que prie. je surdélivrais, la vente se faisait en souplesse. C'est-à-dire que la personne payait X euros pour une presta, et pour ce X euros, il avait plus. Comme toi quand tu es au resto, et qu'on t'offre le dessert, l'apéro, le digestif. Tu dis, j'ai payé 20 balles pour ma pizza et mon truc. Waouh, j'ai eu un digestif, j'ai parlé avec le patron, j'ai une carte de fidélité. Limite, t'as envie de redonner de l'argent. Tu donnes un pourboire. Bah moi, ils étaient heureux de me payer parce que j'avais surdélivré dans l'expérience client. Justement, en détail, ça se concrétise comment? Comment tu faisais pour faire vivre une expérience incroyable à ses clients? Je sais pas si t'as, est-ce que t'as peut-être une anecdote, par exemple, J'en ai ou plein une des précise? anecdotes. Tu peux venir avec des chocolats, tu peux venir avec un petit cadeau. Euh, à la livraison, je venais sur place quand il y avait la livraison des machines, alors que je suis pas obligé de venir sur place. Lorsque, par exemple, j'arrivais chez un client, bah, je m'étais beaucoup renseigné sur lui, je l'avais googlisé, j'avais regardé sur Insta, sur Facebook, j'avais écouté parfois des interviews, c'est des gros patrons, donc il y avait des trucs sur YouTube, des interviews, BFM, machin, tout, j'écoutais. Et à un moment, je me souviens, je vais à Neuilly-sur-Seine chez un milliardaire qui a vendu 700 millions ses actions, tu vois, pour 700 millions d'actions. Je peux pas dire quelle boîte il a vendu, mais tout le monde connaît. Et bah, je me souviens, il me reçoit le matin à 8 h du matin. Et au lieu d'être pressé, de dire, bah voilà, le catalogue, hein, bah, je me dis, bah si, c'est lui qui va me dire si on est pressé ou pas. Tu vois, s'il est pas pressé, vas-y. En fait, Et t'es il arrive. focus sur lui. T'es Je pas suis focus focus sur sur lui, je suis toi. pas focus sur ma vente. Je Exactement. suis pas focus sur moi. C'est ça la différence. C'est comme ça qu'on vend beaucoup. C'est qu'en fait, il faut être focus sur le client. C'est le client qui dicte le tempo. Tu vas chez ton client. Si ton client, il estime qu'il te propose un café, déjà refuse pas. Parce que s'il dit on prend un café ou un thé, c'est-à-dire qu'il veut discuter avec toi. Donc offre-toi ces opportunités de l'écouter pour rebondir et vendre. Et c'est lui qui dicte le tempo. Moi, je sais quel est mon objectif, mais je laisse. En fait, faut pas être trop stiff, faut pas être trop raide. Et du coup, bah, il commence à me parler de son histoire. Voilà, moi, je suis parti de rien, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et moi, je m'intéresse à lui. Et je lui dis, bah, je connais bien votre quartier, Neuilly, machin, truc. Et puis, tu trouves un point commun. Et tu sais que ces enfants, ils font ça parce que tu as vu sur LinkedIn. Donc, tu peux rebondir sur un truc où tu sais que ça va lui faire plaisir parce que sa fille, elle a ça. Tu vois, ça va dans ce degré de précision. Moi, je tapais le nom de famille sur LinkedIn et je savais, parfois, je retrouvais les enfants. Et parfois, tu peux avoir un ami en commun et dire, ah, mais oui, un moment, je te donne un exemple. Je vais chez un client, gros profil.
Et je lui dis, bah voilà, là vous êtes dans l'immeuble où mon père et mon grand-père vivaient dans les années 60, ils ont grandi là. Oh. Là d'un coup, le mec il m'a regardé différemment. J'étais plus un commercial. J'étais plus un commercial pour lui. J'étais plus un petit commercial techno-gym avec la Golf ou l'Audi A3 en bas, les catalogues sous le bras, la valise et tout. Là j'étais quelqu'un de presque de son milieu, tu vois, dans sa tête. Parce que je lui ai dit, moi, c'était vrai en plus, hein, c'était pas de mytho, mais je lui ai dit, bah, on a grandi là, mon grand-père était là, il travaillait dans telle entreprise, etc. Ah. Et là, tout de suite, tu crées un trust, tu crées une connexion. Et derrière, bah, tu passes un moment agréable. Tu n'as même pas besoin d'être en mode vente. Tu arrives, t'es bonjour, bah voilà, merci de me recevoir. Ah bah Alexandre ou Monsieur Lacharme, je vous propose un café, ok, volontiers, merci. Et on discute. Alors du coup, bah, là voilà les machines, le plan, on fait ça et ça prend un peu de temps, c'est sympa. Parfois, il y a leur femme qui arrivait. Ah bonjour, bah, je te présente le commercial de Alexandre, bah, il est hyper sympa. D'ailleurs, son grand-père habitait là. Ah bon, mais c'était qui? C'est quoi son nom de famille? J'ai eu des situations comme ça. Ah bon, c'était qui? C'était qui? Ah bah. Et là, moi, j'ai même des clients, Francisco, qui m'ont invité à des soirées chez eux. Après, j'étais rentré dans leur cercle. J'ai un client un jour à Neuilly, dans l'immobilier très, très riche. J'ai tellement ils étaient contents de ma prestation. Alexandre, dans 3 jours, on fait une petite réception. Venez dans le jardin. Et je me retrouve 3 jours après là. Et je trouve d'autres clients à qui je vends, etc. Bien Et sûr. dans le truc, il y avait un mec. Dans le truc, il y avait un mec qui fait du sport que je connaissais de mon club de jiu-jitsu brésilien à Paris. Et du coup, je l'ai revu, ça a fait la connexion, le machin. Du coup, il a dit à cette cliente, ah bah Alexandre, c'est un mec bien. Du coup, elle m'a envoyé un autre de ses potes qui est aussi riche. Et j'ai fait mon objectif annuel. Du coup, la question, tu vois, que je me pose et que pourrait... parce que ça, c'est une méthode qui marche quand tu as peu de clients, tu vois, entre guillemets, parce que voilà, d'aller aussi loin dans l'étude de la personne. Mais, tu vois, comment on pourrait... là, je te mets un Tu veux défi. comment le faire sur du Webi ou de la newsletter avec 10 000 leads? Ouais, quand tu as une liste de 10 000 personnes. Bon, après, on vend pas non plus des choses à des prix peut-être aussi élevés, mais bon, est-ce que néanmoins, il faudrait pas faire autant d'efforts, tu vois? Mais Compliqué, hein. ouais, Moi, ce que je ferais, si tu me demandes mon avis, moi, ce que je faisais dans les Webi, j'avais pas 10 000 personnes en live, hein, mais moi, si j'ai une liste de 10 000 et que je veux scaler fort, je mettrais le max d'humains dans le live. Alors si c'est en evergreen, bon bah c'est enregistré, etc. Mais si c'est en live, je mettrai le max d'humains et j'essaierai au mieux d'enlever euh, le truc trop agressif en termes de marketing. J'essaierai de mettre le truc le plus humain et peut-être après d'organiser une rencontre ou de faire une... Tu vois qu'il y a un peu c'est vrai que c'est pas mal ça. Ouais. Moi, je mettrais... Souvent, les gens me disent, mais c'est quoi ta valeur ajoutée par rapport à tes concurrents? Tu vois, j'ai écrit un livre sur les finances personnelles, il y en a 3-4 dans le commerce qui marchent très bien. Et ben c'est l'humain. Donc en live, je faisais pareil. C'est-à-dire que tu vois là comme je suis, c'est pas, je joue pas un rôle, je suis vraiment comme ça. Donc moi je mettrais en avant le côté humain plutôt que le côté technique, ROI. Et voilà, pour moi c'est très important. En fait, moi je suis vraiment dans le 0 à 1. C'est vraiment sur la confiance et le 0 à 1. Mais par contre, je suis moins bon sur le t'es déjà riche, tu veux être encore plus riche. Je vais donner des techniques pour être encore plus riche, etc. Tu vois, le côté très technicien, ça m'intéresse moins. Donc je mettrai le plus d'humains possible et après j'aurai des équipes comme toi qui seront extrêmement bons techniciens dans le copywriting, etc. Mais moi, je mettrai en tant que tête d'affiche, si tu veux, infopreneur du truc, Oui, bien sûr. euh, je serai dans ma partie de créer une relation humaine au maximum. Ouais, j'adore. Chacun son rôle, chacun son rôle. Faut être humble, chacun son rôle. Oui, c'est ça, c'est ça. Chacun son rôle. Toi, t'es pas Ça, c'est... l'infopreneur, toi, t'es pas le mec qui fait le live. Toi, t'es dans Non, non, l'ombre. non, non, évidemment. Non, 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 c'est ça, c'est Donc, exactement ça. Donc, tu es meilleur que lui sur ça. Donc, si ton client ne l'entend pas, change de client. Il faut que ton client Ouais, comprenne que tu es carrément. meilleur que lui dans ça. Tu vois, il faut. Pour moi, si tu veux une bonne team en copie ou en infoprenariat, c'est horizontal. Il n'y a pas de verticalité. Donc, tu vois, l'anecdote que tu me racontais, où oui, t'es où, tu fais quoi, c'est pas OK. Pour moi, on est comme ça, tu vois. C'est pas moi, il n'y a pas de hiérarchisation. Et ça, c'est hyper important. D'où l'important du fit. Ouais, carrément. Ça, c'est vrai que j'ai eu une discussion justement hier
à propos d'un gros infopreneur avec quelqu'un qui était dans son équipe et il me disait, ouais, justement, qu'il a eu beaucoup de mal avec lui parce qu'il était justement pas humble et il pensait tout savoir. C'est Et le pire, ça. c'est compliqué comme ça parce que, en fait, tu peux pas tout savoir parce que, enfin, c'est quand même pas, ça paraît, j'ai pas besoin de te l'expliquer, c'est quand même assez logique que on a tous que 24 heures. Moi, les 24 heures, je les ai passées, enfin, j'ai passé une grosse partie sur le copie pendant que toi, tu étais en train de faire autre chose. Enfin, forcément, au bout d'un moment, j'en sais plus que toi sur ce sujet. Donc, mais bon. C'est le plus gros défaut pour moi, tu vois, Francisco, le plus gros défaut de quelqu'un Ouais. dans le business, c'est la personne qui croit tout savoir. Pour moi, c'est le red flag number one. Et tu Number sais, one. je lui ai demandé pourquoi, enfin, d'où d'après lui ça venait. Il me disait, bah, c'est parce qu'en fait, ces infopreneurs, ils ont tout monté tout seuls, tu vois, au début. Ils étaient tout seuls et ils ont tout fait grossir jusqu'à un certain stade où ils gagnaient très, 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 très bien leur vie. Puis après, ils ont commencé à recruter. Et là, ils ont l'impression que c'est eux les sachants et que, bon, bah, lui, je vais lui dire comment il doit faire ses mails parce que moi, je faisais comme ça. Je vais lui dire à lui comment il doit coacher les gens parce que moi, je faisais comme ça. Et donc, il a l'impression, ouais, que c'est lui qui sait tout et que les autres ne savent pas. Plus grand défaut. Et Et tu sais que ça vient de ouais, quoi Moi, ça, je vais c'est te le dire, dommage. c'est un manque de confiance en soi. Et souvent, moi, j'ai vu beaucoup de gens j'ai fait des masterminds, etc. J'ai vu des gens très connus, machin, plein de logos, de marques et tout. Ces gens en off, zéro confiance en eux. Grosse insécurité, gros. Il faut qu'ils travaillent sur eux, ces gens-là. Moi, j'ai confiance en moi, je suis tranquille, tu vois. Je sais pas d'où ça vient. Ça vient peut-être de ma pratique du sport ou, tu vois, Ouais, d'ailleurs, je suis ceinture noire du jiu-jitsu oui, c'est ça que brésilien. j'allais te dire. Donc, tu vois, quand tu es Dingue. ceinture noire du jiu-jitsu brésilien, t'apprends une certaine humilité, tu respectes les anciens. J'ai mis 11 ans à être ceinture noire. Donc, tu vois, ça me donne un calme. C'est pour ça qu'il y a, j'ai beaucoup, il y a des gens il y a beaucoup de gens dans l'infoprenariat qui devraient faire de sport et ils redescendraient de 50 étages. Et je trouve que euh, les gens qui en font trop, c'est les gens qui ont un gros déficit de confiance en eux. Quand t'es tranquille, t'es bien dans tes baskets, t'écrases pas les autres. Moi, j'ai jamais écrasé mes équipes quand j'ai bossé avec mes équipes. Il y a des moments, j'ai dit, bon, on arrête parce que il y a une réalité économique et financièrement, moi, je vais déposer le bilan si on continue. Mais, euh, mais à partir du moment où t'as quelqu'un qui est dans l'ego, tu vois, c'est dangereux ça, qui est dans l'ego, qui est l'ego, machin, est-ce que je suis sur mon Ouais. meilleur profil à gauche, attends, faut que je mette plutôt à droite. Mais ça va faire des catastrophes et vaut mieux avoir un client qui te rapporte un peu moins, mais qui est mieux, quoi. Donc, il y a un prix à payer, hein. La performance, il y a un prix à payer, hein. Tu regardes la Formule 1, euh, C'est il y a du marrant que tu stress parles à de fond en Formule 1. coulisses, hein. Tu vois? J'ai des copains fans de F1, je suis même allé sur des grands prix. Tu vois le côté, waouh, la perf et tout, mais en backstage, tu vois, il y a un prix à payer. Je sais plus quel bouquin dit ça. Euh, le coût de l'opportunité. Le coût d'opportunité. Tu vois, ce que coûte quelque chose. Tu veux faire 100K ou 200K en formation avec du Webi, ok, tu vas peut-être y arriver, mais c'est quoi le coût derrière? Pas de vie privée, burn-out. Ouais. Ouais, t'as la citation, enfin, ou je sais pas si c'est une citation, mais choisir, c'est renoncer, quoi. Ouais, Et ça d'ailleurs, je vois beaucoup, je trouve ça très paradoxal, c'est euh, des gens, ils ont de l'ambition à revendre, tu vois, mais après, ils se donnent pas les moyens de leurs ambitions. Quand tu viens et tu leur dis, bon, écoute, bah ça, on peut le faire. Par contre, faut faire X, Y et ça coûte tant. Ah ouais, non, mais attends, c'est là, t'as beaucoup ça, toi. compliqué, tu comprends? T'as beaucoup ça, Ouais, toi. ouais, bon, après, je me remets moi en question, pourquoi est-ce que je me suis adressé à lui? Et peut-être que j'aurais mieux trié les personnes à qui je m'adresse parce que quelqu'un de vraiment avancé, normalement, logiquement, il a compris qu'il faut se donner les moyens de ses ambitions. Enfin, c'est Ouais, quand peut-être que même t'as pas le assez bon. logique. C'est ça. Peut-être pas une bonne qualification de ton lead. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est sûr. C'est peut-être t'as pas une bonne. Après, c'est dur de qualifier du lead sur Carrément. le copy, sur LinkedIn, parce que tu sais pas Ah, si les tu gens ont te fais vraiment de sur la une thune ou si image. c'est du mytho. Bah ouais, 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 c'est sûr. c'est compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Bon, est-ce que tu voudrais, tiens, évoquer un sujet, une question qu'on te parle, qu'on t'en a jamais posée, tiens, sur un podcast?
Non, mais je suis content là des sujets parce que tu vois, j'ai jamais parlé de ça vraiment dans le vif du sujet sur ce qu'on s'est dit. C'est la première fois que j'évoque ça. J'ai beaucoup parlé des parkings parce que on me parle de ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, et j'en ai fait, Ouais. je sais pas, plein des podcasts là-dessus. Startup un peu moins, sport j'ai fait. Donc non, non, je suis très content. Ça me faisait plaisir de faire cet épisode avec toi parce que je suis content de parler de choses aussi essentielles que la relation client, comment se comporter avec un client, donner quelques tips moi qui ont fonctionné de manière concrète parce que ce que je dis c'est pas de l'imaginaire, c'est du terrain. J'ai commencé à bosser en 2010 euh, et maintenant je suis de l'autre côté de la barrière, mais non, non, moi c'est un sujet qui me passionne. Donc il y a un bouquin qui se prépare là-dessus, tu vois. Ouais, j'ai hâte. Est-ce que, je sais pas, tu disais que ça allait être un angle original. Est-ce que tu peux me Oui, révéler un petit peu plus bah écoute, j'ai ou pas pas encore vraiment? totalement finalisé toute la structure du livre, mais en fait je pars d'un constat qui est très très simple. Tous les bouquins, motivation, dev perso, etc., ou vente ou persuasion, c'est des bouquins américains. Pourquoi nous en France, on peut pas pondre un bouquin? Pourquoi est-ce qu'on essaie d'aller chercher un Robert Cialdini qui n'est pas en France? Enfin, est-ce quoi, on a un complexe enfin, tu vois, il y a un moment, J'aime ça. Ouais. on doit s'affirmer et dire nous, on a toutes les capacités. En plus, on est les pays de la langue, etc. On écrit, on est un pays culturellement hyper riche. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'aller pondre ce type de livre? Et moi, mon ambition, tu vois, mon Ça me plaît ambition, beaucoup. elle est hyper ambitieuse. euh, Plus que de vendre 100 cas de formation, c'est d'arriver à percer réellement en tant qu'auteur. Et je me dis, moi, je vois un Timothy Ferris avec la semaine de 4 heures, je sais pas quoi, le truc des titans, je vois un Robert Kiyosaki avec Père riche, Père pauvre, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire ça? Mais souvent, mais je te dis pas une fois, c'est-à-dire que souvent, tes entrepreneurs qui font un business dans le cadre d'un book funnel, et ils font un bouquin au service de leur business. Moi, je vais être un repeat auteur. Ma vision, c'est quand tu vas aller à la Fnac dans 3-4 ans, il y ait mon étiquette et qu'il y ait 10 bouquins. Voilà, c'est ça la vision. Donc, je veux gagner de l'argent, aider les gens, mais à travers des bouquins et pas forcément des formations. Mais c'est la même vision. Ouais, je vois. Mais ça me plaît beaucoup. Je trouve que justement, en copywriting, typiquement, on a le même truc qui est, on attend que les ricains fassent et après on copie, tu vois. Mais bah, quoi, nous, on n'a pas le droit Bah oui, d'innover, d'avoir nos propres idées, de faire évoluer les choses, d'apporter notre pierre à l'édifice. Enfin, c'est que qui des nous suiveurs, interdit? c'est que des suiveurs. Alex Hormozy, toute la journée, 100 leads, mis je sais pas combien de millions. Là. Faut arrêter. J'ai rien contre lui, je le connais pas, il est sûrement Moi, très honnêtement, talentueux. j'ai jamais vu une seule vidéo, donc je peux pas. Non, mais Je, il n'y a pas de je sujet, connais mais juste le nom. j'en ai marre d'avoir que des Ouais. copycats en France. On a que des gens Hmm. qui sont là, ils rampent devant les Américains, ils sont là. Arrêtez! On est en France, il y a une belle culture, il y a une langue magnifique, il y a un vocabulaire qui est beaucoup plus riche. Tu vois, tu parles du copy. On a un vocabulaire qui est hyper riche par rapport à l'anglais, qui est hyper pauvre en termes de vocabulaire. Mais on peut. Voilà, il faut simplement que les gens ils ouvrent des bouquins, qui essaient de réfléchir, de se poser, de prendre du recul. Mais je trouve qu'on a, je sais pas, une espèce de complexe d'infériorité. On est tout le temps suiveur. Et moi, mon pari, c'est de me dire que qu'on peut percer en tant qu'auteur Bien sûr. et qu'on peut vraiment casser la baraque. Et moi, je vais faire en sorte de le faire. Je l'ai déjà fait une fois avec le livre sur les parkings, c'est quand même très bien vendu. Le deuxième, et je veux sortir un bouquin tous les 1 an et demi ou 1 an, même idéalement, c'est tous les ans. Je veux pondre un bouquin Pour tous quelle les ans. raison tu pars sur cette volonté d'en écrire plusieurs et pas d'en écrire un seul, enfin, pas obligé un seul, ce que je veux dire, mais pourquoi pas, en gros, pourquoi quantité et pas qualité dans le sens, enfin, peut-être tu peux faire même les deux et ça, Non, c'est c'est le encore 2. le Hein. meilleur des mondes. C'est le but, j'imagine. Mais pourquoi tu pars sur cette stratégie et voilà. Non, en fait, c'est de la qualité aussi. Mais je veux Ouais, faire bien du sûr. volume pour une raison. En fait, c'est de la qualité parce que je les écris moi-même. Mais je veux faire du volume pour une raison, c'est que je suis un ancien commercial et je sais que bah, c'est comme tout vendeur. Il y a un moment, il faut faire du volume pour qu'il y ait un truc qui marche. Et moi, je suis sûr qu'il y en a un qui va péter, qui va exploser. Et tu as plus de probabilité. Moi, je suis pas un grand fan de mathématiques, j'ai fait un bac littéraire. Mais tu as plus de probabilité qu'il y en ait un qui pète si t'en sors 10 que si t'en sors 2. Donc je vais en Et faire c'est 10 évident. bons.
tu vois, et il y en a un qui va péter, ou plusieurs. Mais il faut qu'en termes de probabilité, il faut qu'il y ait un certain volume pour qu'il y en ait un qui trouve son public. Mais les 10 doivent être top. Ouais, je cherchais la citation que j'ai notée, genre il y a 2 jours. C'est un jeu de probabilité, il faut multiplier tes chances. C'est ça, et D'un moi, c'est ma vision. côté, ouais, puis d'un côté, toi, c'est aussi l'entraînement. À force d'écrire, Aussi, ouais, 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 tu vas forcément t'améliorer, c'est ça. progresser. Mais toi, du coup, toi, ton but, c'est d'avoir un livre que, quoi, j'imagine, dans 100 ans, c'est une référence, tu vois. Toi, Moi, je t'es veux être plus un là, Tim Ferriss peut-être, à la français, limite. Ok. par exemple. Enfin, je suis pas Tim Ferriss, je m'en fous, je suis moi-même. J'ai une Oui, personnalité bien sûr. différente. Mais je veux faire des livres best-sellers en France qui aident beaucoup de gens. J'ai fait un truc sur le parking qui a aidé, je sais pas, entre 5 et 10 000 personnes l'ont lu, alors que c'est hyper niché. Euh, Bien sûr. mais je veux vraiment un truc grand public. euh, parce que moi, c'est des valeurs importantes. Je veux que les gens, tous les milieux sociaux s'y retrouvent. Tu vois, je traite pas les finances perso de manière élitiste. T'as plein de créateurs qui parlent de finances perso et qui sont des cas de sup, qui ont des parents qui sont ingénieurs ou chefs d'entreprise. Moi, je m'adresse aux gens qui ont quitté les cours, qui ont la dalle, qui sont freelance, etc. Et je pense qu'il faut revenir à un truc un peu populaire et on peut parler à ces gens-là sans être un vendeur de formation et avoir une image de scammer, sans rouler en lambeau décapotable, bien que j'adore les bagnoles. Mais moi, ma vision, c'est de faire des bouquins qui soient best-sellers et d'aider les gens comme ça et de faire des conférences et voilà. Bien Mais je veux sûr. des bouquins populaires, tu vois. C'est pas des bouquins trop élitistes. Je veux des bouquins qui sont populaires Ouais, et qui sont d'ailleurs, bien ça, c'est. écrits, quoi. Quand même. Ouais, carrément. Et tu sais, moi, je suis à fond dans ce marché depuis, en tout cas dans cette niche depuis quelques mois. Et c'est paradoxal parce que l'objectif de beaucoup de ces entrepreneurs, bah, c'est d'aider le plus grand nombre. Mais ensuite, quand tu vois bah, les mots qu'ils utilisent, il y a énormément de jargon, typiquement en bourse. Typiquement, tu vas avoir une vidéo ou, je sais pas, un post LinkedIn. Est-ce que c'est mieux un ETF ou est-ce que c'est mieux d'acheter un ETF ou faire du stock picking? Et tu Ils sont à t'adresses à côté des de la débutants. Mais plaque. je veux dire, Mais c'est ça que je ok, combats. Je te coupe, c'est ça que je combats. En fait, moi, je les vois, ces posts, mais tu sais, je clique sur ce désabonner. Arrêtez de suivre sur LinkedIn. ouais, Arrêtez de suivre. Tous les jours, arrêtez de suivre. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont rien compris. Ils veulent aider des gens à se sécuriser financièrement, ce qui est un gros pain point en France. Partout dans le monde, mais en France. Et ils parlent avec des langages techniques que les gens ne comprennent pas. Quelqu'un qui a 0 euros, qui ça, est au ça fait peur. chômage, qui est en fin de droit, qui a pas de thunes et tout, qu'est-ce qu'il en a à faire de l'ETS, Warren Buffett, c'est pas qui c'est, tu vois. Faut arrêter d'avoir des langages de 4 sup du 16e, de bobos parisiens. Il faut être basique. Tu vois, il faut Et revenir ça, à des choses d'ailleurs, ouais, c'est basiques. le plus dur, hein. C'est le plus dur, c'est de simplifier, de rendre Il ça faut accessible. simplifier. Moi, mon Exactement. bouquin, je parle, je veux qu'il soit en tête de gondole et je veux qu'une femme de 50 piges qui a jamais mis 1 euro de côté puisse le comprendre, ou un jeune. Et je trouve qu'en France, on est très mauvais pour vulgariser. On a un pays trop élitiste et on n'arrive pas à faire du contenu fort et qui, tu vois, un peu des trucs à la. Comme tous les grands gourous américains de dev perso, tu vois, ils sont dans la persuasion. En France, ça fonctionne pas. Parce qu'il y a personne qui arrive à faire ça. Tout le monde se fout de leur gueule. Tu vois, tu fais comme Anthony Bourbon, les gens ils se foutent de toi. Euh, En fait, en France, culturellement, on a du mal, quoi. Mais je pense qu'il faut arriver. En fait, pour résumer, je pense qu'il y a de la place, il y a un bon momentum pour faire émerger des influenceurs et des créateurs, dont j'espère faire partie, qui ont à la fois une image clean, à la fois un âge correct, tu vois, pas 20 ans ni 60 piges, qui ont la trentaine, 35, 40 ans, et qui vont vraiment apporter des vrais trucs. Pour moi, il y a un bon momentum, et le marché, tu vois, le marché est mature pour ça, aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas il y a 5 ans ou 10 ans. C'est En ça tout cas, ma, moi, ma je curiosité. remarque que tous les personnes de cette niche qui s'expriment sur le net, ils ont tous commencé post-Covid. Tous en même temps. Mmh. C'est tous, j'allais dire, des photocopies, quoi, tu vois, c'est vraiment. Donc, moi, je pense qu'effectivement, j'ai le même constat où c'est. Bah, ouais, c'est paradoxal, ils ont envie de rendre accessible, mais leur langage, souvent, est trop compliqué. Et du coup, bah, ils n'y arrivent Parce pas. qu'il parle Et à des bobos, en fait, il parle aux mêmes gens qu'eux. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'influenceurs. ça, c'est très dur, en fait, de faire cet exercice t'écris pas pour toi, t'écris pour quelqu'un d'autre, et du coup, tu dois t'adapter à lui, en fait.
sauf si toi-même t'es aligné, que t'as côtoyé plusieurs milieux. Tu vois, moi, c'est pas compliqué pour moi parce que j'ai côtoyé plusieurs milieux. Commercial, il y a beaucoup de gens de milieux très populaires. En même temps, j'ai été dans plusieurs milieux, donc juste moi-même. Mais c'est vrai que je comprends quelqu'un qui a fait Centrale ou HEC, qui a grandi dans un quartier très bourgeois. Je comprends qu'il ait du mal à parler à un mec de Sevran dans une tour, tu vois. Je peux comprendre, je peux comprendre. Mais c'est ça le problème. C'est que quand tu vas parler d'ETF, de bourse, de SCPI, la personne qui galère et qui est au point zéro, il va pas comprendre, tu vas le perdre. Et en même temps, quand tu vas faire de la vente de formation bourrin avec les méthodes Cialdini ou Hormozy, bah, tu vas perdre un mec qui est un peu bourgeois et qui a déjà de l'expérience, etc. Il va dire ouais, c'est mytho. Donc en fait, il faut un juste milieu. Ma croyance, c'est qu'il faut un juste milieu entre le vendeur de formation un peu limite scam et le mec un peu bourgeois qui parle au CSP+. Il faut, et c'est vrai que c'est compliqué, t'as raison. Il faut en fait cette espèce de juste milieu entre être populaire, mais en même temps aller dans le technique, si on a besoin. On peut, tu vois, Ouais, c'est compliqué. ouais, avec le temps, tu peux y arriver parce que nous tous, toi-même, tu vois, sur n'importe quel sujet, on a tous commencé. Aujourd'hui, tu maîtrises des sujets, j'imagine, très compliqués, mais bah, comme la vente, par exemple. Mais voilà, c'est juste, ça a été juste une question de temps avant que tu y arrives. Et toi, tu as le temps d'un livre, tu as le temps de autant de pages que tu veux d'ailleurs, parce que t'es pas obligé de te limiter. Petit à petit, tu peux effectivement te prendre le temps d'amener les gens à la fin. Voilà, c'est ça un ETF, c'est ça le stock picking, Mais il y a SCPI, une c'est ce étape avant. truc-là. Exactement. Et c'est ça souvent que ça connecte pas, c'est que tu as des gens qui sont trop techniques et ils oublient le 0 à 1 des gens. Et comme tu l'as dit très justement, si les posts LinkedIn trop techniques, bah tu perds beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc il faut. Mais c'est compliqué, oui et non. Mais en tout cas, moi, c'est mon positionnement. Et c'est pas un positionnement, c'est vraiment ma personnalité. Ouais, bien sûr. Ah, moi, je trouve ça très pertinent. Et pour Je me moi, dis, c'est bah, ce qui va fonctionner. Tu vas voir. Dans les années à venir, c'est ce qui va fonctionner. D'avoir quelque chose. Je pense qu'on veut revenir à l'authentique. On est un peu fatigué des méthodes marketing. On veut revenir à quelque chose d'un peu plus authentique. Les gens ont besoin de ça. Et pour moi, c'est ce persuadé qui va aussi. fonctionner. Ouais, j'en suis persuadé, d'autant plus avec les IA qui rendent tout beaucoup encore moins authentique. Euh, Comme je te disais, là maintenant, enfin, toi, t'es pas dans cette démarche, mais moi qui contacte des personnes, je me retrouve avec un setter en fait. Je crois que je discute avec le propriétaire du compte. En fait, maintenant, tu as un nouveau métier. C'est les setters, c'est une personne qui est payée pour discuter avec les gens. Donc, Ouais, ou quel est alors les tu te rendez-vous? retrouves avec l'équipe, ou alors c'est une IA. Donc on est vraiment sur des gens hyper. Enfin, tu peux pas connecter quoi avec une IA. Enfin, à partir du moment où tu sais c'est une IA, enfin, vas-y quoi, j'ai plus envie de Je suis discuter, même admiratif si de toi c'était quand même, super Francisco, bien parce fait que quoi. pour connecter, je suis admiratif parce que pour arriver à connecter avec des IA ou des setters, des closers, des machins, parfois ils essaient de te closer alors que toi tu cherches à les closer eux. Ça C'est m'arrive tout très, le temps. c'est très drôle, mais ça c'est très drôle ça. Et ça, je leur C'est-à-dire que, dis direct, eh écoute, ouais, écoute, toi tu veux vendre ton truc et eux ils essaient de te closer aussi. C'est ouais, c'est quoi ce ouais, Calendly c'est vrai, bizarre là? On va l'annuler parce qu'on va c'est perdre du vrai, temps. c'est vrai. Non, c'est vrai. Et ouais, et du coup, dans un monde ouais, où voilà, il y a plus de connexion, il y a plus de relation, c'est le principe de rareté. C'est vrai que en fait, je pense que les principes de Cialdini sont pas cons, c'est juste qu'ils ont été mal utilisés, quoi. Je sais pas, c'est comme un bout de bois, tu peux en faire une table, comme là j'ai un bureau, c'est magnifique. Ou alors, je peux taper quelqu'un et le tuer avec. Enfin, euh, donc du coup, là, tu as ce principe D'ailleurs, c'était quoi ce principe-là? Je sais plus quel était le principe. Tu m'as parlé du principe de réciprocité tout à l'heure. Réciprocité, ouais, il y avait celui-là finalement qui est bien validé. Et là, j'ai perdu le fil, je sais plus. Avec ma métaphore toute pourrie, j'ai Non, mais perdu le fil. là où tu as raison pour rebondir, c'est que je pense que Oui, Cialdini a été mal compris. Ouais. en fait, c'était le principe de rareté. D'accord. Les choses ont de la valeur à partir du moment où elles sont rares. Si on va vers un futur où les relations humaines sont de moins en moins présentes, bah, ce qui va avoir, à mon sens, de plus en plus de valeur, ça va être ces relations dont on a parlé, de vraiment échanger, d'écouter, l'écoute active. Et c'est ça mon pari, tu vois. J'ai envie de parier là-dessus
parier sur un copywriting comme ça, et plus sur le copywriting automatisé, créer, parce que les IA vont pouvoir créer des milliers et des milliers de messages, de mails. Euh, donc s'il y aura de la valeur, c'est ce qui va être rare. Et ça, Ouais. notamment, C'est la vrai qu'avec relation. l'IA, vos métiers, ils sont quand même en danger quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, il faut se réinventer, Il justement. faut se réinventer, je pense, hein. C'est ça que j'ai pour ambition, c'est Et de pour faire les ça. bouquins aussi, auteur aussi, tu peux te dire qu'il faut se réinventer parce que Ah, c'est vrai? en réalité, mon bouquin, je peux le faire avec ChatGPT, hein. Ouais, carrément. Ah, d'ailleurs, je pense que ça a dû exploser. Tu dois probablement avoir plein de stats, le nombre de bouquins qui ont été publiés sur Amazon depuis les IA qui ont dû probablement exploser. D'ici quelques temps, on va sûrement attendre des business de gens qui t'expliquent comment j'ai lancé 1000 bouquins sur Amazon et comment en vivre, etc. Donc, il y a un truc qu'une IA pourra jamais faire, bah, c'est là la discussion C'est qu'on ce que l'a. j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. En fait, il y a un moment. Alors, l'IA peut te faire parler sur une vidéo, etc. Mais ça se voit un peu, tu vois encore. Un Ouais. jour, ça se verra peut-être plus. Mais moi, je sais que pour vendre, même, tu vois, j'ai vendu mes bootcamp parking, j'en ai vendu 60. C'était des lecteurs du livre, hein, donc ils avaient un trust à mort. Ça m'a beaucoup aidé, bien sûr. Mais je trouve que la valeur ajoutée d'un créateur ou d'un entrepreneur, euh, ça va être bah, la sincérité qu'il aura, comme ce qu'on est en train de faire en vidéo. Aujourd'hui, il n'y a aucune IA. Moi, quand je fais une vidéo, un podcast, une conférence, les gens ressentent que je suis sincère et ressentent ma personnalité. Donc, ça déclenche une émotion chez eux. Et on vend avec les émotions. Tu vois, j'ai un copain qui est très bon en Et ils vente te font aussi. confiance, C'est ça. J'ai un copain qui est très bon en vente. Il me disait toujours un truc. Il me disait, le client achète par l'émotion et justifie par la raison. totalement. Tu vois, on achète, en fait, c'est une émotion, t'as envie, t'es ému du truc, t'as envie d'acheter la formation, t'as envie d'acheter le produit, peu importe, et après, tu vas justifier, tu vas dire, ah oui, il ferait que 2 500 euros, ah, mais ça va me rapporter tant, donc raisonnablement, c'est ok. On achète toujours par l'émotion. Et l'émotion, tu peux la transmettre en vidéo. Moi, j'essaie toujours de la transmettre quand je fais des contenus, etc. Et ça, bah ça me crée du gros trust, et c'est pour ça que les gens achètent mes bouquins. Et demain, je peux monter un resto de pizza, ils vont acheter mes pizzas. Parce qu'ils Parce que c'est adhèrent ou toi. pas. Parce que c'est moi, ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Ils ont le droit de pas adhérer. Mais c'est Il y a une personnifié, tu vois. relation. Il y a une relation. Oh bah génial. Je vais rester là-dessus parce que moi c'est mon positionnement, tu vois. Je me fais Magnifique. appeler l'ingénieur relationnel. Donc voilà, ça c'est parfait. Bah, attends même. J'ai oublié peut-être une autre question. C'est juste où on peut te retrouver si on a envie de savoir parce que là tu vas sortir un livre. Ça pourrait être intéressant d'amener les gens là-dessus. Ouais, Toi de donc voir. on peut me retrouver sur LinkedIn, Alexandre Lacharme, Instagram, et après dans les Fnac, les Amazon, etc. Ça va s'appeler Construis ta liberté financière pour une vie sereine et choisie. Et pourquoi pour une vie sereine et choisie? Parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est d'avoir une vie sereine, donc pas se faire des limbagos et des dépressions. Et choisis pour choisir bah, la vie que tu veux faire. Si tu veux être freelance, tu choisis ta vie plutôt que de la subir. Donc tu vois, pour une vie sereine et choisie, en tagline du sous-titre, c'est pas mal. Et ça va parler de notre rapport à l'argent, notre rapport à la réussite, en France et culturellement par rapport à l'international. Donc ça va être assez psychologique. Donc là, tu as fait des recherches Ouais. historiques, d'où Ouais, ça ouais, vient. ouais, ouais, Ça ouais. m'intéresse énormément, ça. Donc en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on a un gros problème avec la réussite, pourquoi on a un gros problème avec la France. Donc ça, c'est une partie. Et Ça me ça, plaît c'est beaucoup. hyper atypique. Dans un bouquin de finance perso qui est souvent trop technique, tu vois, mes concurrents, ils ont des bouquins trop techniques. ETF, bourse, on s'en fout. C'est pas ça le Génial. plus important. Ça, ChatGPT peut te le donner. Donc Parce là, il y que a ça. ça, ouais, je suis désolé, je t'interromps un petit peu, mais pour moi, en fait, je pense que tu as besoin d'aller à la racine, de comprendre le pourquoi pour pouvoir détruire ta croyance. C'est ça. Peut-être, parfois, bah, t'es pas Non, mais c'est obligé, ça. hein, mais C'était mon objectif. C'était d'aller à la racine voilà. C'était Pour d'aller à la comprendre à racine quel du point c'est problème. bête, tu vois, Voilà. à la limite, et que tu te Voilà. dises, mais en fait, c'est idiot. C'est Donc, ça. ok, j'adhère. Donc, c'est hyper intelligent. Donc, ok, j'ai compris. Et du Donc tu vois coup, comment j'ai maintenant, ils construit le sont bouquin. prêts. Ils sont prêts. Je vais leur parler du Exact. truc. Exactement. Ok, ok, bien joué. Exactement. Tu vois, j'aurais pu être copywriter, hein. Non, non, J- mais écoute, J'ai les je Mais tu je vois, suis c'est les sûr que techniques, mais c'était t'es très vraiment. très bon Ouais. Et en fait, donc c'est ça. Donc déjà, on va déconstruire le là, truc. pour construire.
pour construire. Et ensuite, on construit, on dit, bah voilà, ensuite, il y a toute une partie intéressante qui dit, plutôt que de désirer des choses qui servent à rien, tu vois, des voitures, des montres, du matériel, parce que tu vois sur les réseaux, commence déjà à maîtriser tes désirs et tes émotions, tu vois. Tu vois, plutôt que de vouloir rêver sur des trucs incroyables. J'ai Siri qui s'est envoyé, tu m'entends toujours? Ouais, j'ai Siri qui s'était lancé. Et Ah, ça y donc, est, on a une petite IA qui se joint à nous là. donc voilà, il y a l'historique, la racine, comme tu le dis, c'est très juste. Ensuite, il y a maîtriser ses désirs, donc tu as connaissance de soi. Ensuite, il y a apprendre à épargner. Comment j'épargne avant d'investir, parce qu'en fait, on dit tout le temps aux gens investissez, mais si tu investis et que tu n'épargnes pas, bah, c'est un panier percé, quoi. Et ensuite, je parle de l'investissement avec un gros focus sur l'IMO, parce que c'est ce que je crois et c'est ce que j'ai fait. Je parle aussi de la création de contenu, de l'affiliation, du côté apporteur d'affaires, dont je t'ai parlé, de ces prescriptions avec technologie. Ça, j'en parle, je donne mes exemples, en fait. J'en parle de ça dans le bouquin. Et après, je dis, bah voilà, ce qui compte, c'est d'être aligné et d'avoir du temps libre aussi pour ses passions. Donc en fait, le bouquin, ça explique que l'argent, c'est pas une fin en soi. Donc c'est hyper psychologique, c'est hyper dev perso. De toute façon, c'est ma vibe. Et j'espère que ça va cartonner dans les Fnac. Et ça s'appelle Construire ta liberté financière chez Erol, c'est l'éditeur. Donc Excellent, bah écoute, 24 avril, ouais. bah, j'ai hâte de l'avoir entre les mains, de le lire, et puis qui sait, peut-être que je t'inviterai si t'es partant pour en parler plus en détail. Mais très cool en tout cas. Merci pour ce moment, Alexandre, c'était top. Ah, merci, j'ai passé un bon moment avec toi aussi. C'est des super questions pertinentes et on a parlé de trucs dont on n'a pas l'habitude de parler dans les podcasts. Ta thématique Ouais, est c'est ce que pointue. j'ai essayé de faire. C'est pas très exploré, donc ça fait plaisir de pas entendre toujours la même chose, quoi. Ouais, chouette. Trop bien. Merci encore. Merci à toi.